Voilà, bon, je crois que l'enregistrement commence, donc nous allons lancer TXM. Donc on va, là je suis sous Windows, tous les programmes, et je vais trouver un TXM quelque part, voilà ici, pour lancer TXM sous Windows. Donc TXM est un logiciel de textométrie, en fait on parle aussi quelquefois de lexicométrie, surtout depuis, au début dans les années 80, même 70, on parlait de lexicométrie. Pourtant, je l'avais déjà installé, lui. Bon, autoriser l'accès. Alors, c'est très bien, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Quand on demande une autorisation sur AirServe, il faut dire oui, 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 autoriser l'accès. Et CQP, oui, oui, oui. Alors, on reviendra là-dessus. Voilà. Donc, logiciel de textométrie, on dit aussi lexicométrie. Donc, si vous connaissiez des logiciels de lexicométrie, vous êtes déjà dans le domaine. On dit aussi quelquefois logométrie, notamment les niçois. On dit aussi quelquefois statistiques textuelles. Et si finalement on analyse tous ces mots, on voit qu'ils sont les mêmes composants. En gros, on va faire des mesures, métrie, sur de la matière linguistique. Alors au début, on parlait de lexicométrie parce qu'on comptait des mots. On s'était vraiment centré sur les mots. Et puis, avec l'évolution des corpus, on s'est dit, mais finalement, on peut travailler un peu plus que sur du lexique. On peut travailler sur des informations linguistiques. Donc c'est pour ça que Nice a proposé logométrie pour aller vers le langage, plus généralement que le lexique. Ou textométrie, mais on peut travailler sur des structures textuelles. Donc finalement, c'est un petit peu la même chose, mais on a voulu élargir le terme qui semblait trop étroit de lexicométrie. Alors, peut-être qu'on peut dire quand même quelques mots pour ceux qui débarquent un peu en textométrie, qui est quand même qui a été mis au point notamment en France. Enfin, il y a tout un savoir-faire français, même s'il y a des choses comparables dans les pays anglo-saxons, mais il y a quand même certaines techniques. On va parler des spécificités, on va parler... c'est peut-être ça qui est le plus... Dans les co-occurrences, on en trouve ailleurs, mais spécificité, par exemple, c'est vraiment un nom qu'on rencontre en textométrie et dont on parle assez peu dans les pays anglo-saxons et qui a un calcul qu'on utilise préférentiellement ici en textométrie. Donc cette textométrie, son approche, c'est de proposer d'autres parcours de lecture sur des corpus de texte, par l'observation de la fréquence et de la disposition des mots et surtout de leur contextualisation. Qu'est-ce qui va nous donner de l'information sur les mots? Ce n'est pas des dictionnaires qu'on va projeter, ce n'est pas un savoir qu'on va apporter de l'extérieur. On va mettre les textes, on va les rassembler en corpus, dans un corpus qui prend un sens, et qu'est-ce qui va faire sens? C'est l'ensemble de ces textes les uns par rapport aux autres. Et ce qu'on va observer, c'est des contrastes, des différences, des choses qui se répètent. Et c'est comme ça qu'on accède à une connaissance sur ce corpus. Donc, là, mon petit côté rastierien, pour ceux qui connaissent Rastier, on dit le global détermine le local, c'est déjà un petit peu ça. C'est bien le global du corpus, l'ensemble du corpus qui va finalement nous apporter une connaissance sur ce corpus, et pas un dictionnaire qu'on apporte de l'extérieur. On n'aura pas un calcul automatique du sens, donc aussi la textométrie s'écarte un peu de logiciels, peut-être d'autres approches du commerce qui disent on va vous dispenser, vous avez effectivement de gros volumes de texte, on va vous économiser la lecture, vous aimeriez bien pouvoir rentrer votre corpus et avoir en sortie un rapport qui fasse la synthèse de votre corpus. La textométrie, c'est pas ça. La textométrie n'est pas là pour vous épargner d'avoir affaire au texte. Donc j'espère que c'est pas une trop mauvaise nouvelle. L'idée, c'est que vous avez souvent déjà une connaissance sur votre corpus, vous allez le parcourir, et la textométrie va vous pointer, va vous permettre d'observer des choses curieuses, remarquables, singulières, et ce sera à vous de les interpréter. Ce sera déjà à vous de poser les bonnes questions pour arriver à les trouver, à orienter l'outil pour aller chercher dans le bon sens, et après ça, d'interpréter ce qui va vous faire remarquer. Donc, quelque part, ça ne va pas vous dispenser de lecture, ça ne va pas non plus vous dispenser de choix, parce qu'il va falloir constituer votre corpus, et comme vous avez compris, c'est déterminant. Si vous faites tel corpus ou tel autre, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats, donc vous n'avez pas quelque chose qui va être complètement objectivé, je dirais, qui va vous rassurer en vous disant, maintenant je suis passé par une instrumentation logicielle avec des calculs statistiques, donc... quelque part, j'ai une science pure, solide. Non, vous aurez quand même des choix à faire. Vous avez le choix du corpus, vous avez le choix des unités, comment sont délimités vos mots à l'intérieur. Donc là, si vous utilisez Tritager, vous n'avez pas tellement le choix, mais enfin, vous aurez en tout cas à savoir qu'il y a un choix qui a été fait dans Tritager et à le prendre en compte. Voilà, comme là encore Rastier dira, il n'y a pas de données, rien n'est donné, il faut tout construire. Et donc là, ce qu'on va aussi faire aujourd'hui, c'est bien comprendre les principes des calculs, parce que finalement, pour bien comprendre les résultats, il faudra comprendre les principes. Donc, on ne va pas faire un cours de statistique. Moi-même, peut-être, à certains moments, je commencerai à caler, mais au moins comprendre l'esprit dans lequel fonctionne le calcul, ce qui va vous permettre d'utiliser, de comprendre les chiffres, etc. Et il s'agit, c'est bien vous qui restez le maître de l'analyse.
La textométrie est aussi donc une méthode où on n'exclut pas qu'il y ait une multiplicité de résultats possibles d'interprétation. Hein. C'est pas j'entre un corpus et j'ai le résultat, le sens. C'est évidemment, je vais entrer dans un corpus et avec mon approche, je vais essayer d'en dégager des choses qui m'intéressent, avec mon point de vue de linguiste, de psycholinguiste, de sociologue, de géographe. Ce ne sera pas forcément les mêmes interrogations, les mêmes attentions. On utilise l'ordinateur, et bien finalement parce que il n'est pas plus malin que vous, hein, il n'est pas plus malin que nous. Quand on lit un texte, vous serez forcément meilleur que l'ordinateur. Là, c'est typiquement pour traiter des corpus un peu gros. On a du mal à le faire humainement. Sur un texte, la textométrie ne va pas apporter grand-chose. Donc on utilise l'ordinateur pour ce qu'il sait très bien faire. C'est quoi? C'est retenir des choses, enregistrer des choses. Il a une meilleure mémoire, en tout cas que moi, ça c'est sûr. Il retient tout. Donc on va s'appuyer là-dessus. Et il est très rapide en calcul. Enfin, il calcule plus vite que moi aussi. Donc c'est ce qu'on va demander à l'ordinateur. Hein, c'est de retenir, de calculer. Mais tout le reste, ça reste nous qui allons le faire. L'intelligence des calculs, c'est bien nous. Ça apporte quand même des choses scientifiquement. Ça va nous permettre de faire des analyses bien fondées sur corpus. Hein, ça nous donne quand même un outil pour appréhender des grands corpus et fonder nos théories sur de la donnée, de la matière, des choses à tester. Ça va nous aider à être très systématique. Hein, je crois que toi tu l'avais souligné aussi dans tes retours d'information. C'est vrai que l'ordinateur, si on lui demande de compter tel mot, eh ben, il ne va pas oublier une occurrence. Alors que nous, on passera beaucoup de temps et on n'est jamais à l'abri d'avoir sauté une occurrence. Donc là, il sera systématique. Et c'est vrai aussi une chance qu'on a, c'est qu'on va pouvoir lui demander, enfin, on va pouvoir le faire travailler. Imaginez que vous fassiez la même chose à la main, vous avez choisi une unité de décompte, une fois que vous avez fini de compter tout votre corpus, vous n'allez pas recommencer en vous disant « Zut, je me suis trompé d'unité ». Maintenant, il faudrait plutôt que je le fasse sur les types de mots. Par exemple, là, l'ordinateur, vous avez envie de changer, hop, c'est très simple, vous voulez changer de point d'entrée, vous êtes trompé de thématique, vous vous apercevez en naviguant dans votre corpus que c'était pas cette thématique-là qu'il fallait voir, mais cette autre, ou que c'était pas ces mots-là qu'il fallait choisir, mais ceux-là, et bien vous relancez le calcul. Finalement, ce qui est quand même bien avec l'instrumentation, c'est que vous avez moins de scrupules à tenter une idée, même si vous n'êtes pas tout à fait sûr qu'elle va fonctionner. On la tente, on la confronte, ça marche pas, des fois ça marche qu'à moitié, mais ça vous donne des idées pour une idée meilleure. Voilà, donc ça c'est un peu l'introduction. Alors, des logiciels existants que vous connaissez peut-être déjà, c'est aussi pour raccrocher des liens. Alors, j'ai entendu parler de Lexico 3 par Océane. Je ne sais plus, peut-être d'autres avaient utilisé Lexico 3, donc c'est très proche. D'ailleurs, pour ce logiciel-là, on a travaillé aussi avec l'équipe de Paris. Au départ, on a essayé de mettre des choses en commun. C'est tout à fait la tradition généraliste de lexicométrie. Donc, Lexico 3, Hyperbase aussi est très proche. Le Trammer, qui est une version un peu plus récente, qui est développée dans la même équipe que Lexico 3, et qui travaille sur des corpus plus structurés que Lexico 3. Weblex, dont j'ai parlé tout à l'heure avec Serge, avait développé Weblex, qui était aussi donc, dans cette famille, cette gamme, vraiment des logiciels de textométrie très généralistes. Il y a des logiciels un peu plus spécialisés, Alceste, Iramutech. Hein, Iramutech, qui est une version, je dirais, libre, open source de Alceste, mais qui reprend un peu la même méthode, les mêmes grands principes, et qui est très proche de nous, hein, on en reparlera, par ses choix de conception. En tout cas, d'un point de vue technique, nous aussi on est logiciel libre, on repose tous sur la librairie R pour les calculs statistiques, on a rencontré le concepteur. Je pense qu'à court ou moyen terme, on va collaborer. Je crois déjà qu'Iramutech a intégré peut-être le calcul des spécificités. Enfin, s'il y a un calcul des spécificités maintenant qui est dans Iramutech, qui venait de TXM. Donc on s'est rencontrés, on a échangé des modules, et nous on aimerait bien peut-être reprendre des choses de la classification. On a une classification, mais qui est moins intéressante que celle d'Iramutech. Donc je pense qu'on aura des choses à faire ensemble. Pour l'instant, vous pouvez les utiliser vraiment comme des logiciels complémentaires. Je pense même qu'on peut faire des passerelles de données en exportant vers R, de corpus, de données, etc. Et faire passer des données de l'un dans l'autre. Surtout, je pense, de TXM vers Iramutech. Je ne sais pas si d'Iramutech à TXM, on arrive à... Aussi, au départ. Mais des sorties d'Iramutech, je pense qu'on va avoir du mal à les récupérer dans TXM. Alors que TXM peut peut-être préparer des tableaux de données en passant par R. On récupère dans Iramutech, à voir. Voilà. Il y a sans doute des passerelles, ça va avancer avec le temps. Donc Iramutech, DTM aussi, donc je pense que c'est aussi un grand logiciel libre aussi, de textométrie, donc c'est Ludovic Lebar qui le développe, qui est un des grands maîtres de la textométrie, et là c'est beaucoup plus tout ce qui est analyse de données, donc statistique, qui va être développé. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes que TXM, notamment pour tout ce qui est analyse factorielle, carte de Cohen, etc. Il est moins avancé, je dirais, sur tout le côté linguistique, étiquetage, corpus structuré,
Mais si vous vouliez creuser les statistiques, les plans factoriels, etc., ça peut valoir le coup d'aller jeter un coup d'œil à DTM. Nous aussi, on espère évoluer et s'enrichir, mais on ne peut pas tout faire, et c'est vrai que il reste sur le marché des logiciels intéressants. Ah oui, Étienne aussi nous avait parlé de text mining de R, l'ATM, package TM, donc je connais pas très bien, mais il me semble qu'il est aussi moins évolué sur tout ce qui est traitement linguistique en entrée. Par contre, effectivement, on aura pas mal de richesses, et notamment tous les traitements anglo-saxons, de toutes les statistiques habituellement utilisées en text mining vont pouvoir aussi être utilisées dans R. Il y a aussi des packages disponibles dans R pour faire ça. Donc on va aussi insister plutôt dans cette initiation, on va vraiment prendre notre temps sur tout ce qui fait la force de TXM, et notamment tout son savoir-faire sur les données linguistiques, étiquetées, structurées, etc. On va prendre le temps. Les calculs de spécificité qui sont aussi, on va essayer de bien le voir pour savoir l'interpréter, parce que c'est quand même un grand truc de la textométrie, ça c'est... On va essayer de voir ça aujourd'hui. Alors oui, je voulais dire pourquoi TXM, puisqu'il y avait déjà des logiciels existants. Alors TXM est né dans le cadre d'un projet ANR, vous savez, ces grands projets, en 2007, dans l'idée de fédérer les recherches et développements en textométrie autour de la création d'un logiciel libre. On s'est dit finalement chaque équipe avait son logiciel, c'était des logiciels, chacun avait son artisan dans son laboratoire qui développait le logiciel. On s'est dit si on essayait, vu le peu de moyens qu'on a actuellement dans les labos, de mutualiser et de passer du coup sur une architecture logicielle libre et d'en profiter finalement, puisque ces logiciels aussi quelque part ont évolué mais existaient depuis longtemps et donc sont sur des bases qui étaient plutôt des corpus d'il y a 20 ans, 30 ans. Donc ils ont évolué peu à peu. Hyperbase au début ne tournait que sur du corpus TXT non étiqueté. Et puis il a fait une version où il était capable de prendre des lemmes. Je ne vais pas expliquer ce que c'était que les lemmes. Enfin bon, on verra. Mais donc ils ont évolué, mais en même temps, les principes de départ n'avaient pas forcément prévu tous ces développements, ces enrichissements de corpus. Donc là, TXM, quelque part, en repartant sur de nouvelles bases, s'est dit, on va pouvoir prendre tout de suite les corpus tels qu'ils sont actuellement, avec toute leur richesse. On va prendre en compte le fait qu'ils soient structurés, qu'ils soient annotés, qu'ils soient enrichis, etc. Donc il y a cette idée-là avec TXM. Donc traiter des corpus d'aujourd'hui, tout en gardant et en préservant donc, tout ce patrimoine, avec tout cet héritage textométrique, je dirais qu'on a depuis 20 ans, 30 ans, peut-être plus, je n'ai pas recalculé, mais c'est des années 70, 80, ça fait combien? Plus de 30 ans. Donc reprendre tout ce savoir-faire dans des technologies modernes, dans de l'open source, et donc être capable de mutualiser des choses. Donc aussi, si jamais vous êtes un peu développeur, beaucoup développeur, qu'il y a des gens dans vos labos, enfin, il y a des possibilités de collaboration, d'enrichissement, d'adaptation du logiciel aussi. Par exemple, à Caen, il y a eu un développement qui a été fait pour permettre, pour des éditions, donc un portail d'édition sur le web. Ils se sont dit, on aimerait bien avoir des statistiques. Nous, on n'avait pas fait les statistiques sur le web. On n'avait pas encore fait l'interface qu'il fallait. Et donc, ils ont fait du développement directement ils ont contribué au logiciel textométrie, TXM. Alors, décidément, cette introduction, j'espère que est un peu long. De plusieurs façons, alors vous pouvez développer, ou alors vous pouvez aussi participer à la documentation, soit des manuels, soit en allant sur Wiki, ou alors tout simplement en faisant des retours sur la liste de diffusion de TXM, donc TXM User. On reverra toutes les adresses, d'ailleurs je vous donnerai de la documentation, on essaye de les diffuser, mais vous donnez toutes les billes pour pouvoir après ça vous débrouiller où vous êtes. Juste pour le dire peut-être, des points forts de TXM aussi. Enfin, qu'est-ce qu'on trouve qui est intéressant, particulièrement intéressant dans TXM? D'une part, qu'il est multiplateforme, donc vous êtes venu avec des Mac, des Windows et pas de Linux, je crois, mais ça tourne très bien, même peut-être encore mieux sous Linux. Alors, on a imprimé des petits manuels. Mathieu va faire le secrétariat. Remise des voilà. Vous pouvez. Donc, multiplateforme, et il existe même sur le web, vous avez entendu, c'est-à-dire qu'on a fait une version donc nous, parce qu'en fait, dans notre équipe, on a la base de français médiéval, donc des collègues médiévistes, qui ont édité ou rassemblé des textes d'anciens français, et le but du jeu, c'est de mettre sur Internet une interface en ligne où les gens peuvent faire des calculs textométriques, ou ne serait-ce que des recherches d'occurrence, sur le corpus. Donc TXM permet aussi de réaliser des portails. Donc il y a une version du logiciel qu'on peut télécharger, installer sur un serveur. Donc là c'est certains types, c'est pas forcément tout un chacun qui sait le faire, mais bon, ça permet après ça d'interroger, par exemple de partager ensemble un corpus avec une interface navigateur, donc sans installer de logiciel. Là ce matin ou hier ou avant-hier vous êtes peut-être arraché les cheveux pour installer votre TXM, j'espère que non, mais c'est vrai que quand c'est sur un portail,
Vous ouvrez un navigateur, vous tapez l'adresse et vous avez TXM. Vous n'installez rien. Donc ça peut être aussi une manière d'utiliser TXM, d'installer un portail TXM quelque part et de permettre aux gens de travailler sur un corpus qu'on a mis en ligne. Il y a évidemment tout des tas de procédures d'authentification. Si vous mettez un corpus en ligne, vous avez quand même login, mot de passe, on ne le voit pas tant que vous n'êtes pas connecté. Il y a des gestions de droits. Il y a une interface administrateur pour aussi dire qui voit quoi dans votre portail TXM. Donc multiplateforme, souplesse de l'import. Donc aussi on a beaucoup travaillé, TXM a démarré très doucement parce qu'il a fait beaucoup d'efforts pour essayer d'être capable de lire des données de toutes sortes. Souvent les autres logiciels avaient l'habitude de dire moi mon format d'entrée c'est ça. Bon quelquefois ils ont diversifié un peu aussi, des fois il y a 2, 3, 4 formats d'entrée. Nous on s'est beaucoup appliqué à essayer de faire des entrées, des imports qui vont du texte brut. On continue à accepter le texte brut. On a vu copier-coller, c'est ce qu'on fait souvent pour tester si Tritagger est bien installé. On fait copier et hop, coller, ça entre dans TXM. Jusque à du XML très structuré, de la TEI. On essaye d'aller en passant par les formats donc, habituels donc on entre du Alceste, le format d'Alceste. On s'est dit les gens qui utiliseront un TXM, c'est peut-être des gens qui avaient déjà utilisé des logiciels d'analyse textuelle avant. On prend aussi des sorties d'outils de préparation de corpus comme Transcriber. Si vous avez saisi un corpus par Transcriber, on peut l'importer dans TXM à peu près directement. J'en oublie certainement. Cordial, un étiqueteur Cordial qui est donc du commerce. Donc nous, on n'a pas pu le brancher avec TXM. Il est souvent jugé de meilleure qualité. Il est plus fin que Tritagger, mais il faut l'acheter. Donc on s'est dit, les gens qui utilisent TXM n'ont pas forcément envie d'acheter Cordial. Mais par contre, il y a des utilisateurs qui sont attachés à Cordial pour la qualité de ses analyses. Et on leur permet d'entrer aussi de sortie Cordial, etc. Bon, vous pourrez regarder ça de plus près. Il y a aussi l'import Factiva. Oui, Factiva. Source de corpus, oui, c'est ça. Et puis vous pouvez en faire d'autres aussi, à fur et à mesure de vos besoins. On peut scripter, il y a la notion de script, ou sans doute avec l'aide peut-être de quelqu'un qui s'y connaît un peu en informatique, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer de tout changer dans TXM. Vous pouvez rajouter un petit programme qui est un peu entre TXM et vous, et qui va vous aider à importer vos corpus dans TXM. Oui, c'est ça. C'est toi qui as des scripts, non, Océane, déjà, qu'il faudrait peut-être juste un tout petit peu adapter. Non, c'est pour le Tritagger, c'est pas pour l'import. Ouais. Ah bon, c'est encore autre chose. C'est avant, c'est en tokenisation. Voilà. Donc Unicode aussi. Donc ça intéressé particulièrement Océane avec ses corpus en vietnamien. Donc on travaille en Unicode pour essayer de travailler sur une très large diversité de langues. En fait, on peut travailler en textométrie avec des dictionnaires. Donc à ce moment-là, Tritagger par exemple utilise une sorte de dictionnaire de connaissances linguistiques. Donc évidemment Tritagger, si vous le lancez, il faut que vous ayez installé le modèle linguistique qui correspond à la langue que vous entrez. Par contre, on peut utiliser TXM sans lancer Tritagger, en disant moi je veux travailler juste sur les mots tels qu'ils se présentent dans mon texte. Ça a été d'ailleurs, il y a eu des grands débats dans la textométrie à ce sujet. Est-ce que c'est bien finalement, est-ce qu'on n'ajoute pas des a priori en rajoutant des étiquettes, etc. sur les mots? Est-ce qu'on a raison de le faire? Donc on pourra en reparler un peu, mais on peut ne pas utiliser ça. On peut faire de la textométrie à partir du moment où c'est découpé en mots. Donc c'est quand même une connaissance. Voilà, mais donc en passant par Unicode, on a commencé à faire des essais sur de l'arabe. On n'a pas encore vu le vietnamien, je crois. Qu'est-ce qu'on a fait du russe, là, tout récemment? Ils sont allés en Russie, donc l'alphabet russe passait. L'apport d'Unicode, c'est qu'on va aussi reposer, on va voir sur les classes de caractères Unicode, sur les tris Unicode, c'est-à-dire que trier l'ordre alphabétique d'une langue, il est aussi, donc par exemple en français, si on veut que le « et » soit avec le « e » et pas juste tout à fait à la fin, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer en ayant des connaissances, je crois, je ne dis pas trop de bêtises, en utilisant les connaissances d'Unicode, donc pour avoir des tris qui font sens, qui ne sont pas purement informatiques, si je puis dire, mais qui sont liés un peu à la langue. Bon, il faut que je passe vite, l'intégration, voilà, là aussi TXM va vraiment bien tirer parti des annotations, donc de la structuration du corpus, on va voir ça. Et donc une communauté d'utilisateurs, vous verrez toutes les adresses qu'on vous donne, le wiki, la liste utilisateur, le fait que vous puissiez communiquer avec nous, etc. On essaye d'être assez présent et dynamique, on fait ce qu'on peut. Voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'est, je pense que j'ai essayé de reprendre ce que vous aviez tous très gentiment répondu à la petite consultation. Je crois que dans les grandes lignes, c'est un peu ce qui était le contrat de départ, c'est d'essayer d'avoir une bonne idée de ce qu'on peut faire avec un logiciel, que vous repartiez de cette journée avec un aperçu d'ensemble de ce qu'on peut faire, pas faire. Donc n'hésitez pas à me poser des questions à un moment si vous vouliez aller plus loin. Est-ce que finalement on pourrait aussi faire ça? N'hésitez pas. Et avoir de l'autonomie
sans doute qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir, mais que vous ayez au moins compris le principe de fonctionnement, comment on lance en général une commande, à quoi correspond cette notation, qu'est-ce qu'on appelle toujours V, qu'est-ce qu'on appelle toujours comme ça, etc. Que vous ayez suffisamment de petites notions comme ça, habituelles dans TXM, pour vous débrouiller sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas encore vues. Hein, alors notre documentation qu'on vous a distribuée est en cours de rédaction, elle est comme elle est, on est voilà, encore un peu échevelé, et on espère qu'elle pourra voilà, vous servir. Il y a sans doute des choses qui ne sont pas encore décrites dedans, elle n'est pas complète, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à jouer sur plusieurs tableaux. Il y a aussi donc, le fameux wiki, donc un wiki c'est une sorte de site en ligne qu'on peut éditer. Mais en gros, vous pouvez l'utiliser comme un simple site. Vous pouvez aller dessus, il y a par exemple les FAQ, Frequently Asked Questions, sur lesquels il y a un certain nombre de questions, par exemple, qui n'ont pas encore été traitées dans le manuel, qui nous sont revenues plusieurs fois. On a essayé de répondre et de partager les réponses tous les utilisateurs. Donc c'est aussi quelquefois complémentaire au manuel. Vous pouvez nous poser la question sur TXM User, vous pouvez vous adresser à nous, etc. Donc aujourd'hui, on va voir les principes de fonctionnement, les fonctionnalités centrales, et on va survoler les autres autant que possible. Mais donc centrale, c'est celle que j'avais dû annoncer dans la présentation de l'atelier. Donc il va y avoir le lexique, l'index, la concordance, les spécificités, les concurrences, j'espère. Par contre, ce que je vais survoler peut-être plus, c'est l'AFC, pour lequel il faudrait vraiment prendre beaucoup de temps pour bien comprendre ce qui se passe. Je vais vous en donner un aperçu parce que c'est toujours tentant, ça fait une belle visualisation. Mais aussi tout de suite pour vous avertir des dangers aussi de l'utiliser trop directement. Donc on n'ira pas très loin dans l'AFC, on n'ira peut-être pas très loin, je me donnerai un aperçu de progression, enfin en gros les autres fonctions qui existent mais qui ne sont pas forcément aussi importantes je pense que les premières que j'ai citées. Alors SQL, le langage d'interrogation, alors j'ai essayé de préparer un petit support qui est très peu commenté, on va essayer d'en voir quelques aperçus maintenant. Vous n'hésitez pas à me poser des questions en me disant j'aurais besoin de faire ça. Je peux le faire tout de suite en ligne et voir si on sait l'exprimer en SQL. Donc SQL est un langage d'interrogation pour dire ce qu'on veut chercher. Est-ce que c'est juste un mot? Est-ce que c'est une suite de mots? Est-ce que c'est un motif linguistique, etc. Donc je vais vous donner quelques notions. Je vais vous donner un petit support un peu télégraphique, j'ai appelé ça Mémo, qui récapitule là pratiquement tout mon savoir sur SQL. Donc vous pourrez tester, voir ce que ça donne au moins, essayer de comprendre. Il y a des pages dans le manuel TXM aussi sur SQL à la fin, donc ce sera complémentaire du petit mémo. L'idée, c'est que vous puissiez vous débrouiller un peu tout seul avec ce qu'on aura un peu vu aujourd'hui, le manuel, le petit mémo que je vous donne. Et après ça, c'est très facile aussi d'échanger, je pense, par correspondance. C'est typiquement un truc qu'on peut voir à distance. Si vraiment vous êtes bloqué, vous me dites, j'aurais envie de faire ça, j'arrive pas à l'exprimer, on pourra le voir. Mais l'idée, c'est qu'on ne va pas sans doute développer SQL maintenant. Je ne sais pas si ce sera quelque chose que je proposerai peut-être en TXM avancé, où on a un peu plus de temps dans l'atelier TXM avancé. Peut-être on peut, ou là c'est aussi plus à la demande. Si un utilisateur qui vient en TXM avancé me dit « Moi j'aimerais vraiment mieux comprendre SQL », eh ben, on peut se faire 1 heure, 2 heures de SQL dans un TXM avancé. Mais là ce sera peut-être trop lourd. Et donc voilà, j'ai essayé pour chaque fonctionnalité d'essayer de vous dire comment on s'en sert. Enfin, c'est pas uniquement la faire tourner. Hein. À quoi elle va me servir cette fonctionnalité? Ça sert à quoi de faire la liste des mots? Finalement, c'est bien joli de la savoir la calculer, mais quelle utilité ça m'apporte? Donc de vous donner des notions à chaque fois de à quoi je peux m'en servir. Quels sont les paramètres, hein, essayez de bien comprendre tous les paramètres pour que vous sachiez, vous, après ça, les régler. Toutes les notions d'interprétation et aussi peut-être quelquefois les risques qu'il y a, les dangers qu'on peut avoir, les fausses interprétations qu'on peut avoir et qu'on va essayer de dénoncer, de voir tout de suite. Et on va essayer de voir aussi un peu l'export, parce que souvent, on aime bien récupérer ces résultats, les mettre dans une publication, les mettre dans un cours. Voilà, donc de ne pas sauter à pieds joints sur l'export. Sur cette partie d'export, là encore, il y a des petits trucs techniques, des réglages, parce que les uns ont Calc, les autres ont Excel, les uns ont des Windows, les autres ont des Linux. Les séparateurs ne sont pas les mêmes dans toutes les machines. Donc on règle des paramètres dans TXM pour que ça se passe bien après ça tout seul. On va essayer de caler un export juste avant la pause. Pour tous ceux pour qui ça s'est bien passé, ils vont prendre leur pause tranquillement. Les autres, on verra entre les plusieurs pauses. En tout cas, on saura qu'il y aura une alerte et on essaiera de voir avec eux pour les aider à bien régler leur truc s'ils n'ont pas réussi, si c'était pas si simple à faire tout seul. Alors, donc j'ai lancé un TXM. Peut-être que je peux dire juste 2 mots. Donc quand j'ai dit débloquer, je peux peut-être le dire maintenant. Hein. TXM, c'est donc un logiciel libre qui s'appuie et modulaire, si on peut dire, qui s'appuie sur des composants développés ailleurs. On s'est dit, nous, notre métier, on est dans la textométrie, mais on n'est pas des statisticiens à la base. R, il existe, là, un logiciel libre, une librairie R,
où il y a des statisticiens, mais des vrais, des matheux, etc., qui ont développé, qui ont mis au point des calculs. Là, on sait qu'ils sont bons, ils ne sont pas trompés, c'est maintenu, ça va suivre l'évolution des machines, etc. C'est peut-être pas la peine, nous, de redévelopper l'analyse factorielle, de redévelopper le calcul hypergéométrique, etc. Donc on s'est dit, on va s'appuyer sur ce logiciel libre R, qui est très connu, pour faire tous nos calculs statistiques. On va s'appuyer, pareil, les moteurs de recherche, ça ne s'improvise pas. Chercher très vite un motif linguistique dans une masse de données qui peut être des millions de mots, faire ça vite et bien, faire ça sur un petit volume, il y a beaucoup de possibilités, mais faire ça vite et bien, avec des informations croisées, etc., sur de gros volumes, il y a des spécialistes, il y a eu des bancs d'essais, on a revu un peu ce qui existait, on s'est dit CQL, CQP plutôt, Corpus Query Processor, qui était déjà utilisé par Weblex, reste un bon choix, a priori, pour ses performances et pour sa puissance d'expression. Donc on s'appuie sur CQP. Donc après ça, on a aussi des choses qui font le lien et qui rajoutent des choses propres à TXM. C'est pour ça que quand on installe TXM, quand on le lance pour la première fois, vu de l'informatique, il va se dire, mais au fait, vous êtes en train... On va communiquer, en fait. On a plusieurs programmes qui communiquent ensemble. TXM va appeler R. Il a installé R sur votre machine, il a installé CQP sur votre machine, et il va les appeler, ils vont communiquer entre eux. Et donc c'est pour ça qu'il faut lui dire, il faut surtout autoriser les programmes à communiquer, parce que sinon votre TXM ne va pas fonctionner. Il ne faut pas avoir peur de donner l'autorisation pour que ça communique, c'est normal. Et Windows souvent active ce genre de protection en disant... et j'ai d'ailleurs rencontré le cas de quelqu'un qui avait cliqué un petit peu vite, et on a eu toutes les peines du monde à récupérer ça. Une fois qu'on a interdit le fait qu'il communique, après ça, c'était l'horreur. Je crois que finalement, elle a changé de machine, ou je sais plus, ça a marché après. Bon. Donc surtout, même si vous aidez quelqu'un à installer, dites bien, surtout, attention, cette étape-là, c'est crucial, autorisez bien CQP, autorisez bien R à communiquer avec TXM. Et donc là, apparemment, ça peut réapparaître, curieusement, parce que là, j'ai déjà fait tourner quand même, j'ai un tout petit peu répété ma présentation sous Windows aussi. Donc je ne sais pas pourquoi il me l'a refait là, et, les mystères de l'informatique sont grands. L'interface de TXM, donc on commence sur les basiques, hein, on a donc 3 grandes zones qui s'affichent au départ. Vous avez peut-être d'ailleurs, oui, je ne sais pas s'il y en a qui sont en anglais, vous avez vu qu'il y avait peut-être une option changer la langue. Quand vous êtes en anglais sous Windows, parce que sous Mac, sur la 6 ça ne marche pas, mais la 07, le changement de langue marche. Voilà, donc le sous Mac ne tentez pas. Si vous êtes sous Windows, là au début, vous pouvez relancer tout de suite votre TXM en changeant la langue éventuellement. On a vu que même sous un Windows, il y avait eu un souci, mais bon, normalement ça marche bien. Donc, en français, ici, vous avez une zone ici pour des corpus. Alors, vous avez au moins, a priori, discours et Graal qui sont installés en même temps que TXM. Discours, c'est un ensemble de textes de politique. Il y a un tout petit peu de Pompidou et beaucoup de De Gaulle. En fait, j'aurais été dans l'autre sens. Beaucoup de De Gaulle et un petit peu de Pompidou, dans l'ordre chronologique. Donc, c'est un corpus étiqueté par cordial. Donc si on veut aussi des exemples d'interrogation sur les étiquettes cordiales, on a avec discours. Ce qui nous embête un petit peu dans ce corpus, bien que c'est notre corpus de démo qu'on livre avec la machine, c'est qu'il est donc déséquilibré quand on veut commencer à faire des contrastes. Vu qu'on n'a qu'un tout petit peu de Pompidou et beaucoup de De Gaulle, bon, on va très bien faire nos concordances, nos index, mais dès qu'on va passer à des choses plus contrastives, on sera un peu gêné. C'est pour ça que je vous ai demandé de télécharger Vœux. Donc il y en a certains qui n'ont pas Vœux. Oui. Bah, j'ai suivi le lien, mais ça apparaît pas là du coup. Ah oui, alors on va le charger ensemble. D'ailleurs, je peux peut-être l'enlever, moi, tout de suite, crac. On va le faire. Je supprime Vœux. Alors, ceux qui n'ont pas téléchargé Vœux, est-ce que vous avez tous des connexions réseau? Parce qu'à la limite, on peut aller le télécharger en direct. Ouais. Hein, moi, on va pas avoir peur. Alors, on ouvre un navigateur, on tape textométrie, par exemple. Hein, textométrie dans votre Google. Ah, sélection, faut peut-être que je m'identifie. Se connecter. Bien, alors donc textométrie, j'aimerais lancer ça sur Google. Donc quand vous faites textométrie sur Google, vous trouvez le projet textométrie. D'accord ? Ça, c'est un peu notre point d'entrée. C'est pour ça qu'on vous dit, vous avez juste à retenir textométrie, c'est notre point d'entrée principal. Du site de textométrie, si je clique sur le lien pour aller télécharger la dernière version, je vais passer sur le site de développement, qui est le site SourceForge. Et c'est sur ce site de développement que j'ai aussi des corpus. Donc ici, sur ce site de développement, je vais chercher dans les fichiers, vous voyez, Files. Est-ce que tous ceux qui veulent faire la manœuvre sont au même endroit que moi? Il faut que j'attende un petit peu. Marivonne, tu as le corpus Vœux ou pas déjà? Parce que là, non, je l'ai pas. Ah, tu l'as pas. Donc on va t'attendre un petit peu.
Alors là, je suis sur textométrie. Voilà, super. Donc il y a le gros lien en bas. Ah, Si oui. tu descends sur la page, tu as une grosse flèche verte. Voilà. Il y avait des codes réseau. Je ne sais pas si tout le monde était là au début, mais à un moment donné, donc Daniel a eu la gentillesse de nous créer 4 comptes invités pour se connecter à quel réseau? C'est l'invité. Hein. Wi-Fi invité. Wi-Fi invité. Avec ces identifiants-là, vous avez normalement un accès pour la journée. Je pense que c'est demandé pour la journée. J'ai pas fait attention. Oui. C'est au moins pour Ça doit être pour la c'est au moins journée. 24 heures. Voilà. Tu es arrivé? Attends, on me demande de télécharger la dernière version de TXT. Non. Oui, là, tu... Oui, tu fais comme si tu voulais télécharger la dernière version sur la grosse flèche verte. D'accord. Voilà, donc là, tu vas peut-être devoir te... voilà, oui, sélectionner, mais là, j'ai l'impression que tu es connecté, tu dois être en... Ah bah c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Donc tu refais textométrie. Donc là, bon, vous êtes sans doute déjà venus là pour télécharger TXM. Vous voyez qu'il y a, pour ceux qui sont venus un peu... qui ont fait le travail avec avance, vous n'avez pas vu peut-être qu'il y a la 07 bêta qui est sortie hier, je crois. Oui. Donc une version bêta, c'est une version qui n'est pas forcément stable. On a demandé aux gens, enfin vous pouvez l'installer, etc. Il a testé, mais s'il y a des bugs, bah faut nous les remonter. On vous garantit pas que tout se passe bien. Enfin, on ne vous garantit jamais, mais bon, elle est à tester, quoi. Comme il y a eu beaucoup de changements, je vais essayer de vous expliquer aussi ce qu'on gagne avec la 07, enfin qu'est-ce qui pourra vous intéresser particulièrement. Alors, tu es arrivée, Marivonne? Oui, À peu oui. près là-dessus? Attends, je faut que je fasse sur ce... Est-ce que tu es à peu près là? Oui, oui, c'est bon. Alors, donc on va aller dans Files, dans les fichiers, dans l'onglet Files. Bon, parce que là, en première page, on vous propose tout de suite de télécharger le TXM, mais vous l'avez tous installé. Donc là, vous avez des répertoires. Donc on va aller dans les corpora. Et vous avez quelques corpus à disposition, tout préparé. Donc ce qui m'intéresse, dans un premier temps, ça va être vœux. Hein, vous naviguez, corpus, vœux. Alors, vœux, eh bien, on va prendre le 06. Hein, ça, c'était l'ancien vœu. D'ailleurs, si ça peut vous aider, c'est les dates, vous montrent que celui-ci est plus récent. Donc vous téléchargez vœux 06. Bon, à la limite, je devrais tout faire, mais jusqu'au bout. Ouais. Pour bien faire. Vous voyez, Iramutek, c'est notre copain, il est là. Voilà, on enregistre le fichier quelque part. Qu'est-ce qui n'a pas encore vu et qu'est-ce qu'il y a vu juste pour qu'on se rende compte? On va dire levez la main ceux qui n'ont pas encore vu. Encore actuellement. Qui n'ont pas téléchargé, là, qui font toute la même manœuvre que moi, qui ne l'avaient pas sur leur disque dur. Donc à peu près la moitié. Voilà, vous êtes à peu près au même niveau que moi? Alors, je vais aller un peu vite. Sur SourceForge, les files, dans les fichiers, les corpus. Ah, tu l'as sur ta clé? Bon. Ah bah voilà, si quelqu'un... faut pas le dézipper par contre. C'est pas grave. Lui. Voilà. Est-ce que tout le monde a réussi à voir le corpus vœux là? À peu près, faut pas que j'aille trop vite. Sinon, oui, il est sur la clé. Je devrais effectivement, pour le deuxième atelier TXM, j'aurai une clé avec tous les fichiers dessus. 2 clés. J'aurais préparé les cons réseau. C'est bon? Donc on le télécharge et on le laisse zipper. En fait, ceux qui ont connu la 05, il fallait effectivement dézipper les corpus. Et à partir de la 06, et désormais et dorénavant, on laisse le corpus zippé et on pointe sur un zip. On le charge. Enfin, on va voir. On charge le corpus. Quand on vous passe un corpus, parce que là, donc c'est un corpus qui est déjà tout préparé pour vous. Il faut que je revienne là-dessus. Il faut que je revienne sur l'histoire de corpus tout préparé. Bon. Donc, vœux. C'est bon? Tout le monde là? Donc, voilà. Il faut que j'arrive à sortir de ça. Bon, je vais utiliser Firefox. Donc, je vais aller voir mon... je vais le charger depuis mon répertoire de téléchargement, après tout. Pas me fatiguer, moi. Alors, vous le mettez où vous voulez. Moi, j'ai essayé... je pense qu'il est dans mon répertoire de téléchargement, a priori. Comment on l'apporte? Alors, comment on l'a? Alors, vous avez dans TXM 2 commandes. Alors, attention, doucement, doucement. Justement, ça commence, on commence la formation. Vous avez 2 commandes, importer ou charger. Importer, c'est là que vous avez toute la gamme de formats dont je vous ai parlé. CNR, c'est cordial, par exemple, Alcès, etc. Là, on ne va pas importer.
Importer, c'est on part de textes et l'ordinateur, le TXM va les lire, va construire des index, va préparer toutes sortes de choses, va les ranger à sa manière. C'est tout un travail. On peut, si on l'a déjà fait une fois, on peut éviter ce travail à un autre ordinateur. On peut lui passer le corpus tout préparé, tout indexé, tout découpé, tout. C'est ce qu'on va faire pour vous. On vous a fait le travail, on l'a déjà étiqueté, on l'a déjà structuré, donc on va le charger. On se remet sur TXM. Donc sur TXM, Donc on n'est pas dans vœux en mettant copier sous, on va non, dans TXM voilà. et on importe. On va aller chercher vœux à l'endroit où on l'a enregistré. Donc importer, c'est ce que vous ferez vous avec vos corpus, parce qu'a priori on les aura. Ou si jamais vous aviez affaire à nous pour vous aider à les préparer, on vous dirait peut-être on vous a passé un binaire. À ce moment-là, il faut passer par charger. Mais tant qu'on ne vous a pas dit ça, c'est importer qu'il faut prendre. Et passer par les moulinettes qui vont préparer le corpus. Donc ici, charger, vœux, c'est charger. Charger, il va me demander de chercher un .zip, justement, celui que j'ai téléchargé. Donc moi, il doit être dans téléchargement. Voyons, téléchargement, voilà. Et j'ai un vœu, je l'ai même 2 fois, oui, bon, je peux prendre celui-ci. Hein, j'en ai un, je vais pointer directement dessus. C'est bon? Et je dis ouvrir. Alors je pense que c'est pas un Mathieu, puisqu'on a Mathieu sous la main. Ouais. Bin, c'est comme binaire pour nous. C'est celui qui est préparé, qui est tout. Téléchargement. Je peux faire tout droit là-dessus, ouvrir dans le document. Ouvrir dans le dossier content fichier. Donc c'est parti dans. Est-ce que tout le monde est arrivé au même état que moi, sauf peut-être Marivonne, c'est ça? Pas encore. Pas non plus, Océane. Toi, tu es où? J'avais TXM qui répondait plus, donc là j'ai fermé. Ah, tu viens de relancer TXM pour pouvoir charger ton corpus. Donc là, après ça, tu vas naviguer jusqu'au répertoire où tu as le point zip. C'est bon? Océane, c'est reparti. Ouais, ça. Marivonne, t'es chargé? T'es en train de charger? Ah, Tu m'as doublé? c'est bon. Tu m'as doublé et encore Océane encore qui relance. Ah bah quand on met Mathieu dans sa machine, c'est sûr que ça booste. Voilà. Oui, bah Mathieu. Mathieu, éventuellement, je te laisse avec Océane pour avancer un peu. C'est bon? Donc j'ouvre. Là, alors, il l'a vu. Moi, je crois que je vais le remplacer. Hein. On va quand même faire la manœuvre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a rajouté un vœu. Vous voyez, après, une fois que j'ai fait ma manœuvre, il a extrait ça. Il me dit qu'il finalise, etc., qu'il est prêt. Et il m'a rajouté le petit cube vœu. Hein, je l'avais supprimé tout à l'heure. Moi, il m'a pas fait ça, il m'a mis plein d'hiéroglyphes. Ah, Il faut le refaire, il me l'a fait aussi, mais il n'a pas interprété le. Il n'a pas des IP, etc. ah oui, non, tu as ouvert ce vœu là-dedans. Oui, je sais pas. J'ai fait fichier ouvrir. C'est pas ouvrir, c'est fichier chargé. Ah, c'est pour ça. Là, c'est un éditeur de texte et du coup, il édite du binaire. Fichier chargé, tu pointes vers ton fichier et ça l'importe. Fichier ouvrir, c'est pour lire, c'est comme un éditeur de texte, comme un notepad, etc. C'est pour le faire dans TXM, ça vous servira plutôt, il y a notamment si vous faites l'atelier avec Serge, import, préparation de corpus, on peut se servir de l'éditeur de texte de TXM pour faire préparer des corpus. Donc, vous avez tous votre petit cube vœu. Voilà, alors voyez, moi j'en ai 2 autres, enfin celui-là je vais le supprimer, hop. Texte, c'était un import presse-papier. Donc vous avez discours Graal, j'ai Fleurs du Mal en plus, les Fleurs du Mal de Baudelaire, que vous pourrez aller télécharger de la même manière sur SourceForge. Une édition préparée par Jean-Marie Vipré. Il avait travaillé sur les Fleurs du Mal au début des années 2000, il a publié un livre d'analyse textométrique sur les Fleurs du Mal, donc pas avec TXM, hein, mais ce corpus, alors c'est pas exactement le même, il n'y a pas exactement les mêmes annotations, il n'y a pas notamment les choses phonétiques qu'il avait utilisées dans son livre. Mais c'est son édition quand même qu'on a ici des Fleurs du Mal. Bien, alors qu'on reprenne notre point de départ. Donc on a une zone ici de corpus disponible et dans cette zone vous verrez qu'elle va peu à peu s'enrichir de tous vos résultats, de tous les objets sur lesquels vous pouvez travailler. Donc quand on va lancer une commande TXM, on va souvent, je pense pratiquement toujours, j'espère ne pas dire de bêtises, on sélectionne un objet ici et ensuite on lui applique une commande. Donc là, c'est la zone des objets. Il y a aussi un autre onglet pour naviguer dans les fichiers. Voilà. Il y a d'autres choses, d'autres vues. Les corpus eux-mêmes ou pas du tout? Les autres corpus, là? Non, oui.
le fait de pouvoir importer, enfin de pouvoir charger un corpus comme ça. Tu l'as dit, le corpus est préparé. Oui, comment on Moi, l'importe? moi, je suis Oui. complètement débutant. Donc je Alors, me demande, le corpus préparé, ça veut dire quoi? Et comment on fait pour préparer un corpus qui soit lisible par TXM? Alors, on va, en fait, pour entrer un corpus dans TXM quand il n'est pas déjà tout préparé, on va passer par la commande importer. Ouais, Il y en a quelques-unes qui sont très simples. Presse-papier, vous copiez votre texte et vous faites commande presse-papier, il va l'importer, il va l'étiqueter, etc. Si D'accord. Tritagger est bien installé, vous l'entrez comme ça. C'est un import qui peut rendre service, mais qui est pauvre, parce que typiquement, bah, vous n'avez vous avez peut-être l'étiquetage des unités lexicales, mais vous n'avez pas de division dans votre corpus, puisque vous avez rentré tout en bloc. Donc si votre corpus, c'était par exemple 10 numéros du monde, bah, vous aurez à la cale-le du premier mot de la première page au dernier mot de la dernière page comme un seul grand ensemble de texte. Vous pouvez déjà compter les mots, par exemple. Mais c'est un peu limité. Pour ça, vous pouvez avoir des corpus plus intéressants, vous commencez à mettre des délimitations de texte. Donc ça demande d'autres formats. Déjà, TXT plus CSV permet de faire ça. Vous avez un fichier texte, un fichier pour chaque texte. CSV, ça vous permet de mettre un petit tableau Excel, en gros, hein, pour dire vite. Un petit tableau Excel où pour chaque texte, pour chaque fichier, vous pouvez dire ça, l'auteur c'est ça, la date c'est ça. Enfin, vous mettez les informations que vous voulez. Et vous donnez ça à TXM, il va l'entrer, il va savoir que vous avez, par exemple, 10 textes, que ce premier texte-là, c'est le texte de De Gaulle qu'il a dit en 1968, etc. Bon. Donc il y a différents formats d'import. On ne va pas faire la formation à l'import aujourd'hui pour gagner du temps. L'idée, c'est de vous donner envie d'utiliser TXM. Et quand vous avez très envie, alors là, vous êtes prêt à importer vos corpus. Et il y a d'autre part un atelier TXM sur la préparation de corpus et l'import pour vous aider, parce que même si on a essayé d'être très large dans les formats d'import, il y a toujours des ajustements à faire. Hein. Donc, pour vous aider à faire les petits chercher, remplacer, qu'ils font bien un peu plus fort, un peu plus puissants que ce que vous pouvez faire dans Word, etc. Des choses comme ça. Bien comprendre les choix que vous faites pour préparer à l'import. C'est la Serge qui en fait déjà une séance demain. Si vous voulez, je ne sais pas s'il est encore temps de s'inscrire, il voulait plus trop prendre d'inscrits, je crois, Serge, mais bon, si vraiment vous avez très envie, il y a des possibilités, mais sinon il y en aura d'autres, il y en a un autre le 8 octobre. Voilà, on peut vous aider à importer. Et puis il y a un petit peu de documentation dans le manuel. Voilà. On pourra en reparler à la pause aussi si vous voulez. Mais effectivement, pour rentrer vos données. Alors, donc ici, notre zone de corpus et d'objet. Ici, notre zone de résultats. Quand on va lancer une commande, les résultats vont s'afficher dans cette fenêtre ici. Et une zone console ici, que j'ai agrandie, moi, pour voir ce qui se passait. Donc, c'est tous les messages où TXM vous dit s'il est content, pas content, si ça s'est bien passé. C'est aussi si vous avez vraiment un gros problème. Des fois, on va vous dire envoyez ce que vous avez dans la console. Vous faites copier-coller, vous envoyez à Mathieu, il sera très content. Vous lui envoyez tout ce truc-là. Mais voilà, ça vous tient informé de ce que TXM a fait. Vous pouvez la réduire complètement. Je crois même que si vraiment, enfin après ça on va voir des astuces pour ne pas encombrer trop de place. Des fois on a envie d'avoir plein de place pour les résultats, pour bien les voir et pas avoir trop de messages techniques. Voilà, vous pouvez jouer avec les frontières. Hein. Alors qu'est-ce que je dois vous dire ici sur l'interface générale? Il y a 3 façons de lancer des commandes dans TXM, 3 façons exactement équivalentes. Donc là, si je suis sur Vœux, par exemple, je vais faire quoi comme première commande? Je vais par exemple voir que j'ai bien des textes. En général, je fais ça. Donc je vais voir l'édition, je vais prendre le petit livre. Bah justement, je peux soit prendre le petit livre, donc je sélectionne bien mon corpus Vœux ici, soit je clique sur le petit livre qui est ici, soit, exactement pareil, je vais dans Corpus, j'ai le même petit livre ici, donc j'utilise les menus déroulants en haut de ma fenêtre, hein, édition. Dernière possibilité, je fais un clic droit sur Vœux, un menu contextuel qui se déroule, et je retrouve mon édition ici. D'accord? Donc vous prenez celle que vous préférez. Moi, très souvent, vous allez voir, je passe par le clic droit, je suis très habituée au clic droit, mais si vous, c'est pas votre truc, vous n'avez pas de souris, par exemple, vous avez qu'un machin comme ça, c'est pas drôle, et que c'est plus facile, par exemple, de cliquer sur le bouton ici, ou de dérouler, sans doute là, ça doit être plus facile là, je crois. Bah, vous prenez ce qui vous plaît le plus. Mais donc, faut pas s'étonner, c'est redondant, hein. C'est exprès, et normalement, vous avez les choses exactement les mêmes partout. Et chaque fois qu'on relance une commande, ça remet un onglet. Ça met, voilà, vous avez un nouveau calcul et vous avez un nouveau résultat que vous pouvez supprimer. Donc là, je vais le faire quand même, mon édition. Tiens, bah, j'ai fait sur le petit truc. Donc là, je vois le début du corpus vœux, hein, pour la métropole française, pour l'Algérie et la communauté. Je forme des vœux ardents et confiants au premier jour de 1960. D'accord, hein, donc là, j'ai un texte. Là, d'ailleurs, j'ai pas vu d'édition qui s'affichait en dessous. Si je fais une autre commande, j'ai pas de petit truc en dessous. D'habitude, j'ai aussi une petite trace ici. Peut-être pas pour l'édition, c'est peut-être la seule qui fait pas ça, effectivement. Si je fais une autre commande, on va voir que ça va me faire des listes, effectivement, en dessous, qui vont correspondre aux onglets. Ouais. Je me posais Il faut la question m'interrompre. les signes de ponctuation, là, ils ne respectent pas les règles topographiques classiques. Ça Oui. fait partie de la préparation du corpus pour qu'il soit très
Là, je pense qu'ils sont décollés. Alors, on va voir tout de suite l'édition de Fleur qui est plus travaillée. Peut-être qu'elle, on a bien remis les... Voilà, l'édition de Fleur est plus jolie. Vous voyez, là, c'est plus joli. Donc, c'est pas obligatoire. L'édition de Vœux est pas très soignée. On en est désolé. Pourtant, c'est notre corpus principal de travail. Donc, j'avais aussi mis Fleur pour voir. On peut faire une belle édition dans TXM, enfin, relativement belle, parce on passe en gros par HTML. Vous voyez, c'est du HTML qu'on affiche. Donc, en gros... Tout ce qui est disponible italique, le gras, les tailles de caractères et les couleurs, etc., on peut les mettre dans une édition de texte TXM et retourner au texte dans cette édition présentée comme ça. On a fait d'autres... Alors là, oui, effectivement, j'ai pas beaucoup de corpus ici. Dans les corpus transcriber, on a essayé de mettre des codes de temps, de déroulement de temps. Vous savez, des interviews, on peut mettre les marqueurs de temps. On met en petite capitale les noms des locuteurs, etc. On peut faire de la mise en page un petit peu dans le corpus ici. Donc ça dépend de l'import qu'on choisit, en fait. Hein. Donc soit vous dépendez des imports qu'on a déjà préparés et ils sont plus ou moins joliment faits. Donc l'import transcriber est plus joliment fait plutôt que peut-être les corpus plus bruts. Voilà. Mais après ça, si vous faites vraiment, par exemple, vous diffusez un corpus vous-même et vous avez envie de faire un truc un peu soigné, peut-être en étant en relation avec nous, vous pouvez développer le petit truc qui va faire que vous ayez une belle édition HTML, hein, Mathieu. Je regarde Mathieu dans les yeux. En tout cas, il y a la possibilité de faire quelque chose de plus joli. Il n'y a pas d'impact sur le traitement. Non, alors, il y a des liens quand même, en fait, entre les choses. Par exemple, dans notre édition, ce qu'on va voir tout de suite, c'est que notre texte, il est bien rentré. Il est bien rentré dans TXM, il ressemble peut-être à ce que j'ai rentré au départ, sauf qu'au départ, je ne l'avais pas étiqueté, j'avais pas mis le... Quand je l'ai rentré, je n'avais pas mis de connaissance linguistique. Au moment de l'import, il me l'a étiqueté à la volée avec Tritagger. Et donc, si je mets la souris sur un mot, il va me dire ce qu'il a pensé de ce mot-là. Donc, si je mets sur sera, il va me dire j'ai pensé que c'était un verbe au futur et que le lemme, c'était être. Je suis plutôt contente. Mais vous allez trouver des erreurs. Hein. Alors, surtout après ça, quand on fait des choses un peu systématiques, on les rencontre. Mais là, ça vous permet aussi de vous voir, de faire une idée de la performance de l'étiqueteur. La solidité, c'est pas trop trompé. Il y a certainement des choses plus difficiles. Alors, on verra que les apostrophes, quelquefois, nous posent... les apostrophes nous posent problème. Il ne reconnaît pas forcément les apostrophes. Donc ça, c'est des sombres affaires informatiques. Dans ce corpus-là, il y a deux types d'apostrophes. Des apostrophes droites et des apostrophes un peu penchées. Tritagger a été entraîné, c'est un logiciel sur les apostrophes droites. Il reconnaît les apostrophes droites. Donc, l'apostrophe droite, il sait bien que c'est un article. L'apostrophe penchée, tiens, c'est bizarre, je connais pas ce mot-là. Alors, il a imaginé, ici, dans le contexte, ça pouvait être un adjectif. Alors qu'on se dit, franchement, il pourrait le savoir, l'apostrophe, que c'est... Donc là, c'est un problème. Je pense quand on repréparera une nouvelle édition de vœux, on commencera, dans notre corpus, à enlever tous les apostrophes penchées. Ça se passera beaucoup mieux dans Tritagger, après. D'accord? Donc ça fait partie des petites choses qu'il faut savoir. Donc là, typiquement, dans ce corpus-là, on va avoir... Ça va être ça va être très mauvais au niveau des apostrophes. Il y a d'autres choses, d'autres mots qui sont difficiles. En général, des, c'est difficile. Là, c'est pas toujours facile, etc. Tu as des mots difficiles pour les étiqueteurs. Hein. Et une question bête, du coup, ça dit qu'il n'y a que 2 pages, donc avec un discours. Alors oui, c'est très bon. Nous sommes dans l'édition, allons-y. Continuons l'édition. Donc là, on peut feuilleter l'édition. Donc là, j'ai la première page, effectivement, qui s'arrête là, qui se coupe comme ça. Avec la petite flèche, je vais à la page suivante. Et donc là, c'est pour aller juste à la fin de mon texte. Donc là, comme j'étais déjà à la deuxième page, si je clique là, ça ne change rien. Et là, c'est pour aller au texte suivant. Si je veux aller de texte en texte, je peux cliquer là-dessus. Vous voyez, voici la nouvelle pour la France. Alors, on peut voir s'ils ont un peu varié leur formulation. Hein, pour la France, et il a déjà dit française, français. Française, français. Bon, bah oui, française, français. Voilà. Donc là, celui-là, en cette soirée du 31 décembre. Donc oui, je crois que je ne l'ai pas dit ici. C'est le corpus donc, des vœux des présidents de la République française. Il serait temps que je le dise. Aux Français, mais vous avez peut-être deviné. Donc c'est un corpus gracieusement fourni par Jean-Marc Leblanc. Jean-Marc Leblanc est un collègue du CEDITEC, je ne dis pas de bêtises, de Paris 12, qui a fait sa thèse donc, sur ce corpus-là avec différents outils textométriques. Donc c'est intéressant, nous vous recommandons la lecture de la thèse de Jean-Marc Leblanc. Et il nous a gentiment fourni ce corpus-là qu'il enrichit régulièrement. Donc là, on va aller voir jusqu'à quand on a les années. Mais donc ça commence, c'est la 5e République, donc ça commence en 58. Et on a déjà des textes de Sarkozy, enfin déjà, c'est peut-être... Bon, on n'a pas de texte de Hollande. On n'a pas encore les vœux de Hollande, ce serait prématuré. Mais je ne sais pas si on a je pense pas qu'on ait les derniers vœux de Sarkozy, là. Les dernières années. Il doit nous manquer 1 ou 2 années quand même. On va aller voir après ce qu'on a exactement. Alors, puisque nous sommes dans l'édition, donc on a vu que dans l'édition, on retrouve notre texte. C'est très important. La textométrie est typiquement un outil. Quelquefois, on ne l'a pas en text mining. Un outil, on va tout le temps vouloir revenir voir notre texte, comment ça se passe. On vous dit tel mot est important, tel mot est bizarre. On va revenir au texte pour voir, mais comment ça se passait dans le texte quand il a dit ce mot-là?
Ça va être important de voir que c'était peut-être en début de texte, ou en fin de texte, ou que ça voisinait avec tel autre mot, ou que j'étais sur un lemme, qu'en fait c'était telle forme qui était dans le texte auquel j'avais pas du tout pensé, parce que le lemme, donc le lemme, il faut que je le dise quand même, le lemme c'est l'entrée du dictionnaire qui correspond au mot. Hein, donc ici, souhaiter, le lemme de souhaiter EZ, c'est souhaiter ER, l'infinitif. Le lemme d'un nom, c'est le nom au singulier, Tiens, on a même encore des choses curieuses au niveau des apostrophes, là. Non, 1970, non, c'est bon. Le lemme le lemme de je, par exemple, ça va être je, mais il va reconnaître quand la forme avait une majuscule, une minuscule, un apostrophe. Je dis apostrophe. Donc ça peut être astucieux, enfin ça peut nous aider à grouper dans une seule entrée toutes les variations que peut prendre je en contexte. Les majuscules, minuscules, apostrophes, etc. Le lemme de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre mais... voilà, on va regarder un petit peu à quoi ressemblent nos lemmes. Donc, on voit... Où est mon édition? Ici, voilà. Qu'est-ce que je veux bien vous dire sur l'édition? Que j'oublie pas. Je crois que j'ai à peu près tout dit. On a navigué. D'ailleurs, je n'avais même pas mis ici qu'il fallait vous dire qu'on naviguait dans l'édition. Voilà, donc ça, on va y revenir d'ailleurs. On va voir par d'autres commandes, on va avoir des liens directs pour revenir à l'édition. Tellement c'est important pour nous. Hyperbase, déjà, dans son temps, avait dit que c'était très important de revenir au texte. On est en partage dans le comité textométrique cette préoccupation. Et quand on détecte une erreur dans le texte, il faut repartir sur le corpus en amont. Alors, si vraiment on est très gêné, parce que souvent, en fait, il y en a tellement qu'on va se dire, bon, je vais savoir qu'il y a cette erreur-là. Par exemple, là, je vais me méfier des apostrophes dans tout le traitement. Et s'il me dit que, on va voir que Chirac utilise beaucoup les termes avec apostrophes, on va se dire, mais non, c'est peut-être parce que les textes de Chirac sont justement ceux qui ont les apostrophes penchées ou je sais pas quoi. Donc, on va se méfier. Une fois qu'on connaît l'erreur, on va se débrouiller avec et on va gérer l'interprétation. Si vraiment on est sur un beau corpus, on veut quand même que ce soit bien et on veut corriger des erreurs, à ce moment-là, pour l'instant, il n'y a pas d'autre choix que de remonter en amont de l'import, de corriger le corpus et de réinjecter. Alors dans TXM Users, dans la liste, il y a déjà eu des discussions à ce propos. Il y a des gens qui ont proposé des scripts pour corriger des choses, etc. Il y a des échanges là-dessus parce qu'effectivement c'est une préoccupation de beaucoup, parce que vous allez voir qu'on va les voir tout de suite les erreurs. On va tomber dessus, parce que dès qu'on fait des trucs un peu systématiques, elles vont réapparaître grosses. Donc en général on fait avec et on peut les corriger, mais en revenant au corpus initial pour l'instant. Une des perspectives qu'on aimerait bien développer dans TXM, c'est avoir ce qu'on appelle le corpus mutable, c'est-à-dire effectivement, à travers ces vues qui vont nous révéler nos erreurs, pouvoir corriger, notamment dans les vues de concordance, où là on regroupe toutes les formes, et on peut peut-être traiter d'un seul coup de souris toutes les apostrophes qui ont le même contexte à droite, on voit qu'elles sont toutes suivies d'un nom, c'est tous des L apostrophes suivies d'un nom, bon alors allons-y Toto, remplace-les toutes par des articles par exemple. Hein, on peut essayer de semi-automatiser des choses, ça c'est de la perspective pour l'instant. Mais peut-être pas complètement futuriste. Hein. Pour l'instant, il faut être patient et gérer au niveau interprétatif. Donc là, on a vu notre texte. Comment ça se passe dans TXM? On a donc un aperçu de ce qui se passe à l'intérieur en faisant description. Sur un corpus, si je lui demande la description, moi, comme j'avais déjà un corpus vœux avant, il va me demander si je veux reprendre les anciennes ou reprendre des nouvelles. Donc là, je vais les recalculer. Je vais faire comme si j'avais un nouveau corpus. Une fois que vous l'avez fait... Donc, une fois que vous l'avez fait une fois et que vous n'avez pas changé votre corpus, vous n'avez aucune raison de la recalculer. Vous pouvez dire non, ça saute cette étape-là. Bon, en ce moment, ça va vite. Maintenant, les machines sont performantes. On a optimisé ce truc-là. Il fut un temps où ce calcul pouvait être très long. Donc, c'est pour ça qu'on proposait aux gens de ne pas recalculer à chaque fois la description. Donc, description de notre corpus vœux. Donc, nous avons 58 000 mots dans ce corpus. Donc, si on compte comme quand on fait les stats Word. Hein, Word statistique, combien j'ai de mots dans mon article, ça vous dit le nombre de mots, ben là, enfin le nombre de caractères en général, on cherche. Ça vous dit que vous avez 58 000 mots dans ce sens-là. Et nous avons, donc pour chaque mot, nous avons différentes informations. Donc l'information qu'on aura dans tous les corpus, elle s'appelle Word. C'est pas un très joli nom, mais on peut pas le changer. Et ça, c'est toujours pareil. Word, c'est la graphie, c'est-à-dire que c'est ce qu'il a découpé. Donc il a utilisé une moulinette d'import, ou bien vous pouvez entrer des corpus XML, vous avez déjà délimité des unités, il peut les accepter, même des unités où il y a des blancs par exemple, vous voulez lui dire je veux pas que tu coupes sur les blancs, je veux que ça ce soit que modèle capitaliste, je veux que ce soit modèle capitaliste en un seul mot. Vous n'êtes pas obligé de mettre un underscore pour les accrocher ensemble, vous pouvez mettre des balises XML et dire ça il faut que ce soit un mot, il va les reconnaître. Bon. Donc Word c'est la graphie, c'est-à-dire l'unité de découpage du texte, donc en général qui ressemble plus ou moins au mot.
Donc là, vous avez des exemples dans mon corpus, hein, temps, France, monde, est, aussi, etc. Telles qu'elles se présentaient dans le texte, avec les majuscules, avec les accents tels qu'ils se présentent, avec les fautes de frappe s'il y en a, etc. Et avec les flexions. Alors, quand on a eu un tritageur qui a tourné, ou quand on a étiqueté son corpus par ailleurs, on a aussi les lemmes. Donc là, il s'appelle FR lemma. Mais ce nom, vous voyez, peut dépendre du corpus. Ça dépend de l'apport qu'on a utilisé, ça dépend du format du corpus au départ. Donc là, pour chaque corpus, il faut aller voir, c'est pour ça que ce fichier description est intéressant, comment s'appellent les informations. Et on peut imaginer mettre des informations tout à fait différentes. Si vous annotez votre corpus en disant ce mot-là, il a été dit en criant, par exemple, vous avez l'information criant, ben vous aurez ici l'information criant oui-non, par exemple. Il y a 2 valeurs, oui ou non. Vous le retrouverez ici. Il n'y a pas de limite, sinon quelques limites de forme. Hein, on ne doit pas utiliser peut-être certains types de caractères accentués ou je ne sais pas quoi. Peut-être dans les noms d'attributs, mais il n'y a pas d'ensemble prédéfini d'informations qu'on peut mettre sur les mots. Les informations les plus courantes, c'est donc la graphie, donc le lemme, qui est ici l'entrée du dictionnaire, hein, qui correspond. On verra qu'il y a des lemmes peut-être curieux, on va aller voir ce que c'est que ce Haccard. Et puis, on a des parties du discours ici. Donc, si vous utilisez Tritager, je vais aussi vous donner un papier. Il n'y a pas que Mathieu qui vous distribue des choses. Les étiquettes du Tritager qu'on vous propose de télécharger, elles sont là. Je vais en prendre une aussi, tiens, en fait. Je les connais presque par cœur. Donc, c'est un jeu d'étiquettes qui a été fait pour le français. Peut-être je dois dire un tout petit mot sur Tritager. Donc, Tritager, en fait, c'est un modèle qui va apprendre. Il va regarder des corpus déjà étiquetés. En regardant bien ces corpus, il va se faire une idée, il va retenir, tiens, quand même, le, c'est très souvent un article. Ça peut être aussi un pronom, d'ailleurs. Hein, bon. Il va dire, bah oui, le suivi, quand il y a un verbe après, c'est plutôt un pronom. Il va essayer de se faire des idées sur ce que peuvent être les mots. Et il va ensuite appliquer à votre corpus. Donc là, le Tritager qu'on vous fournit, il a été entraîné sur un certain corpus avec un certain jeu d'étiquettes. Le corpus qu'on lui a donné. Vous pouvez très bien trouver un Tritager français qui aura un autre jeu d'étiquettes et qui donnera d'autres résultats d'étiquetage, parce qu'il aura été entraîné sur un autre corpus. Donc là, les limites de ce Tritager, c'est pas Tritager en soi, enfin Tritager a ses limites, mais il y a aussi les limites du fait qu'il a été entraîné sur un corpus qui peut ressembler plus ou moins au vôtre. S'il ressemble assez au vôtre, il va avoir des bonnes performances. Si votre corpus est un peu original par rapport à ce qu'il connaît, ben, il va avoir du mal à reconnaître ses petits. Sur le logiciel, pour texte anglais, ça va bien marcher aussi. Alors texte anglais, c'est pareil, ce sera lié, c'est exactement le même principe. Il a été entraîné sur un certain corpus avec certaines étiquettes. Si vraiment vous êtes passionné, moi je connais des gens qui pour leur thèse ont réentraîné Tritager. Ils ont fait leur corpus, ils ont mis leur jeu d'étiquettes, ils ont entraîné, ben, ils ont passé 1 ou 2 années de thèse. Hein, mais on peut le faire. Alors justement, moi j'ai commencé à faire ça. Entraîner Tritager. J'ai corrigé en fait toutes mes erreurs d'étiquette Oui. de Tritager et justement je voulais savoir comment le conditionner pour qu'il ne fasse plus les mêmes... Réimporter, réentraîner sur ton corpus, etc. Alors il y a peut-être aussi des choses, il y a aussi des gens qui modifient les dictionnaires de Tritager, je crois. Alors je suis pas moi une spécialiste, il faudrait qu'on en reparle à côté et aller voir les gens de Tritager. Mais on peut faire des choses comme ça. Donc je crois que sur la liste de discussion, il y a eu des gens qui ont mis des nouveaux dictionnaires sur Tritager, je crois. Enfin, comment on peut mettre un... Je crois que c'est pour notamment le traitement des majuscules aussi, il avait du mal avec ce modèle-là, il se plante beaucoup, il met beaucoup de noms propres là où on n'en voudrait pas. Voilà, il y a des discussions, donc en tout cas, méfiez-vous. FR lemma, c'est pas forcément lié, enfin, plutôt les étiquettes ici, c'est le Tritager qu'on utilise là actuellement qu'on vous propose de télécharger, mais ça peut être autre chose. Et si vous allez voir Fleur, par exemple, juste pour vous montrer que ça peut beaucoup varier, hein. Fleur, si je demande la description de mon corpus Fleur, là qui a été étiqueté plus ou moins à la main, semi-automatiquement par Jean-Marie Vipré, et ben c'est très différent. Lui, il a donc toujours le Word, ça vous le retrouverez toujours. Mais il a donc des POS, c'est pas des FR POS. Là, je crois que j'avais des FR POS. POS, ça vient de part of speech, c'est-à-dire partie du discours, c'est les catégories grammaticales. Donc là, il faut comprendre, avec la légende, nom, conjonction, verbal infinitif, fin de phrase, pronom relatif, pronom démonstratif, je crois que c'est plutôt un adjectif, enfin bref. Donc vous pouvez déchiffrer vos étiquettes, là. Sur le corpus Fleur, vous voyez qu'il y a des L, qui sont des formes, en fait, des sortes de graphies affublées d'une étiquette, des lemmes, des postes tout court, etc. Il y a des informations qui ont d'autres noms. Le jeu d'étiquette n'est pas le même, vous voyez. C'est pas du tout la même chose. Là, si vous cherchez un adjectif, il faut savoir comment il s'appelle. Je crois que c'est A. Mais je ne peux pas vous garantir. Comment s'appellent les noms? Je crois que c'est les substantifs. Des S, peut-être. Bon. Voilà, il faut savoir le jeu d'étiquette. Donc, vous avez ici une liste de valeurs que prennent les étiquettes. Comment en fait, TXM voit votre texte. Donc, c'est important...
pour savoir ce que vous pouvez lui demander. Hein. Vous savez que sous la souris, si je puis dire, vous avez tout ça. Vous pouvez vous servir de tout ça. Le IBI, c'est quoi le numéro? Là, ça doit être des identifiants. Les numéros de ligne. Ouais, bon, on s'en sert pas, nous. Mais donc, Bah, toi, Mathieu tu le peux sait. dire que tu veux venir, par exemple, à la construction, enfin, au texte originel. Tu as le bouquin, tu veux passer ligne Ah. 60. Voilà, et sur ces Il textes... n'y a pas les PIB aussi? Page break? Non, pas le P. C'est Donc on peut regarder. Alors on a donc ça c'est des unités qui sont sur chaque mot, sur chaque. Alors on va dire mot, hein, mais on est bien d'accord que là faut pas me demander trop, enfin pas être trop exigeant au niveau linguistique sur ce qu'est le mot. On va parler mot, mais évidemment il y a certains mots qu'un linguiste ne voudrait pas appeler mots. On va dire mot pour simplifier entre nous. Et vous avez unité lexicale, on peut dire éventuellement, ce sera peut-être moins conflictuel. Et vous avez aussi des informations sur mes textes, hein, mais chaque discours de vœux. On a indiqué des années dessus, des identifiants, des locuteurs. Ce que je vois, je crois que moi j'ai déjà modifié une valeur. Vous avez peut-être une liste moins longue ici, non? Voilà. Donc moi je l'ai changé un petit peu parce que j'avais envie de voir toutes les années. Donc ça vous pouvez le faire, je vais vous montrer comment le faire. Dans Outils, Préférences, vous avez ici tout un tas de réglages. Et si vous voulez voir des listes plus longues de valeurs, vous pouvez régler la taille des listes. En gros, vous imaginez bien qu'on ne va pas demander d'afficher toutes les valeurs des graphies du texte. Il fallait bien mettre une limite quelque part. Il fallait dire, je vais vous énumérer les valeurs que je vois jusqu'à 20 valeurs, ou jusqu'à 50, ou jusqu'à 100. Donc là, on peut changer ce seuil-là. Donc on va dans TXM, on va dans Utilisateur, je pense, on va dans Description. Et là, voilà, moi j'ai demandé d'afficher 100 valeurs. Vous, ça doit être 20, je pense. Là, moi j'avais envie de voir toutes les années, je voulais être sûre de ce que j'allais dire sur les vœux des présidents. Donc je dis, je sais que ce sont quelques dizaines, je vais afficher 100 valeurs et comme ça il va m'énumérer toutes mes années. Donc là vous réglez comme vous voulez. Et par contre il faudra recalculer la description pour ça ne va pas appliquer en direct. Donc apply, etc. Ok. C'est bon, j'ai été un peu vite? Oui, j'ai été un peu vite. C'est dans Outils. Dans Outils Préférences. Donc là c'est ici que se font tous les réglages. C'est là que vous avez réglé le chemin vers Tritagger. C'est là qu'on va régler des préférences. Si vous en avez marre d'avoir des concordances avec des contextes trop longs ou trop petit, vous réglerez une fois pour toutes ici. Si vous... Voilà, tout ce qui est les choses pour vous éviter de le redire à chaque fois et qui sont propres à votre environnement. Donc là, par exemple, vous aimez habituellement voir pas mal de valeurs. Ça ne vous gêne pas qu'il calcule un peu plus longtemps parce que ça calcule vite, par exemple. Donc vous mettez 100, vous mettez... Voilà. On reviendra sur ce menu paramètres à d'autres occasions. Hein. Puis sinon, vous savez qu'il y a ce truc-là. Si vous dites comment ou si on échange par mail, vous saurez qu'il existe. Si je vous dis apply, ok. Je crois qu'on fait les deux, mais hein, Mathieu. Apply, ok. Enfin, moi, je fais toujours les deux par consciencieusement. Mais Mathieu nous fait des tas de boutons jolis. Voilà. Donc, on a des informations d'année, on a des informations de président, hein, donc DG De Gaulle, Chirac, alors dans l'ordre chronologique, De Gaulle, Pompidou, Giscard, si je connais mon histoire de France, Mitterrand, Chirac, Sarkozy. Ça va? Voilà. Et là, je crois qu'ils sont par ordre alphabétique, vous voyez, gentiment rangés, mais c'est pas du tout l'ordre chronologique. Bon. Vous avez vu la description. Donc... Si je peux toujours rester dans la description, en haut de la description, il y avait Oui. le nombre de mots, il y avait le nombre de propriétés de mots et d'unités de structure. Voilà, alors ça vous disait la taille des deux sections qui suivaient. Nombre de propriétés de mots 4, ça veut dire que vous avez 4 informations sur les mots. Word, IBID, FRPOST, FRLEM. Nombre d'unités de structure 2, il y a texte et puis il doit y en avoir une qu'on n'affiche pas. Text unit. Il doit y avoir deux, il y en a une qui n'est pas affichée. Qui ne sont pas affichées pour qu'on vous épargne. Il y a par exemple, des fois il y a des identifiants, on les montre quelquefois, des fois on les montre pas, des numéros de mots, des choses comme ça, qui sont pas forcément, qui existent encore en plus, mais qu'on n'affiche pas dans la description. Voilà, c'est bien d'avoir Mathieu sous la main. Hein. Alors, quand même, qu'on fasse quand même un premier calcul textométrique. Vous attendez tous ça. Donc maintenant, on a vu, les textes sont rentrés, les informations sont rentrées, nous allons calculer la liste des mots avec leur fréquence. Donc on va sur vœux. Et c'est donc, on peut, donc clic droit ou petites icônes, etc. On va chercher le lexique. Donc c'est le AZ uniforme d'une seule couleur, hein, blanc, noir sur fond blanc. Si je dis le lexique, bon, il me propose de calculer sur les mots, on peut dire OK tout de suite pour voir ce que ça donne. Et donc là, il vient de façon instantanée de me trouver tous les mots que j'ai dans mes vœux.
en les classant là, par défaut, de la plus haute fréquence à la plus basse. Vous notez que les ponctuations sont aussi indexées. Ça peut intéresser certains linguistes. Il y en a qui ne sont pas intéressés, vous pouvez les retirer. Si vous voulez, vous pourrez dire de ne pas les regarder, les sauter. Mais des fois, on est content de chercher des points d'interrogation. Où est-ce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, par exemple? Où est-ce que, je sais pas quoi, je voudrais que ces deux mots-là ne soient séparés par aucune ponctuation, parce que sinon, ça coupe mon syntagme, mais a priori, ce ne sera pas bon. Enfin, vous voyez, ça peut être intéressant d'utiliser, savoir que... Bon, si vous n'avez pas pu avoir de phrases, là, et on a vu qu'il n'avait pas mis de... Dans certains corpus, il a étiqueté, il a repéré les phrases. Je crois que Mathieu a vu que dans ton vietnamien, tu as aussi quelque chose qui délimite les phrases. Ça peut être utile, ça nous sert des fois pour chercher des choses. S'il n'a pas fait les phrases, des fois on s'appuiera sur les ponctuations. On va dire je cherche deux mots où il n'y a pas de ponctuation entre les deux. Et là on pourra le dire puisqu'elles ont été indexées, elles sont comptabilisées, etc. Qu'est-ce que je peux dire sur ce lexique? Sur l'ensemble du corpus ou c'est sur un seul texte? Tout l'ensemble du corpus. Alors ce que je n'avais pas dit tout de suite, donc là on voit déjà des indications, veut, même déjà... Au premier moment où je clique sur veut, j'ai déjà une indication de sa taille. Je l'avais déjà ici. Vous voyez, 58 000 mots. Je le retrouve ici. Hein, ça, c'est T. T est conventionnellement en textométrie, dans un certain nombre de logiciels, la taille, le nombre de mots, hein, quand on les compte du début à la fin dans le déroulement. V, ça va être aussi le nombre de mots, mais là, c'est le nombre de mots différents. C'est le vocabulaire. Donc ici, vous voyez que T, il y a 58 000 mots, mais en fait, il y en a 6 000 différents. Voilà, donc ça c'est, vous verrez, vous voyez ici que vous pouvez faire des seuils, on va régler après ça peut-être des seuils, mais je peux régler sur la fréquence minimale, la fréquence maximale, la taille maximale du nombre de mots que je veux voir. Par exemple, je peux prendre les 500 plus fréquents en seuillant sur Vmax. V, c'est donc le nombre de mots différents. Si je veux juste les 500 mots les plus fréquents dans mon corpus, je dis Vmax, je seuille à 500. Voilà, je peux régler le nombre de résultats par page, puisque donc là, je voyais que j'ai 100 mots par page, et je navigue de page en page avec les petites flèches là, comme je le faisais dans l'édition de texte. Là, les mots 101 à 200, 201 à 300, 301 à 400. Vous voyez, je descends la gamme des fréquences. Je peux aller tout au début avec le petit bâton ou tout à la fin, où j'aurai les fréquences 1. Tiens, le vietnamien qui apparaît. Je n'avais pas prévu mon coup. Au tout début, mais qu'est-ce qui a été mentionné une fois? Alors, à quoi va nous servir cette fonction? Eh bien, déjà... De façon un petit peu évidente, si je liste les mots, vous voyez déjà que j'ai beaucoup réduit, quelque chose de beaucoup plus réduit. C'est une sorte de première prise de connaissance synthétique de mon corpus. Si je parcours la liste, le début de mes mots, donc évidemment j'ai des mots grammaticaux que je peux négliger ou non. Si je trouve un corpus où j'ai beaucoup de nous et de vous et de je et de ça et de bof et de eux, ça me dit déjà quelque chose sur le contenu de ce corpus. Ça peut remonter très haut dans les fréquences, ce genre de mots. Les marques de l'oral, par exemple. Hein. Ça peut, de l'interaction, ça peut remonter très haut. Là, si je descends, je peux peut-être m'intéresser au premier nom, par exemple, France. Bon, un corpus de vœux des présidents de la République française, le premier mot plein que je retrouve, c'est France. C'est pas anodin. Enfin, vous voyez, ça nous dit, ça nous donne des thématiques de notre corpus. Année, évidemment, on parle de l'année. Là, je vois dans la liste des fréquences la virgule. Oui. Or, dans notre texte, la virgule était remplacée par deux petits points de score, si ma mémoire est bonne. La virgule était remplacée par... Deux petits points dans le texte que tu nous as montré des vœux. Dans l'affichage de l'édition. Là, donc, je me rappelle pas, mais en tout cas, là, c'est la vraie virgule. Non, là, en fait, c'est une virgule, mais elle a un blanc avant, un blanc après. C'est l'affichage ici de l'écran. L'affichage est mauvais. Oui, sur mon écran, moi, je la vois, mais effectivement, je vois ici que l'affichage, c'est une vraie virgule, en fait. Mais là, c'est la résolution qui est mauvaise de l'écran. C'est la résolution. C'était vraiment une virgule. Je me suis dit, c'était peut-être heureusement que tu poses la question, parce que sinon, tu t'attendrais à des choses vraiment curieuses dans TXM. C'est quoi ces deux petits trucs, ces deux petits traits? Voilà, donc c'est bien la virgule qui est comptée, et là, qui double le 2. Donc, en premier usage, c'est une première aperçu synthétique de mon corpus, de ses thèmes dominants, si je regarde le lexique, de ses manières de parler, si je regarde les pronoms, des temps utilisés. Est-ce que c'est de l'imparfait, du passé simple qui ressort, ou c'est plutôt du présent, de l'impératif, du futur? Hein, je balaye, et peut-être qu'en tournant déjà 3 pages, en regardant les 300 premiers mots, j'ai une première idée de mon corpus. C'est une sorte de... Déjà, c'est aussi très simple à comprendre. Vous avez tous compris. Je dirais un enfant de CP, si on lui dit je prends les mots de mon texte, je les compte, et je les mets dans l'ordre, enfin, peut-être un peu plus, mais... Il n'y a pas besoin d'être statisticien pour comprendre ça. C'est aussi une des grandes vertus de cette fonction-là. C'est comment on comprend ce qu'on fait. Hein, on a coupé les mots, on les a mis dans l'ordre, donc vous voyez tout à fait ce que vous faites. Vous voyez les premières pages, vous vous faites une idée du corpus, ça vous attire peut-être déjà l'attention. Tiens, pourquoi ce mot-là est si fréquent dans mon corpus? Ça peut déjà vous questionner.
Moi aussi, je dirais quand je connais pas du tout un corpus et qu'on me demande de commencer à faire quelques interrogations intelligentes dessus, je me dis bon, ça peut m'aider à trouver des bons points d'entrée. Je connais pas ce corpus, mais bon, il parle de quoi? Ah, il parle de ceci, cela. Ah tiens, il y a peut-être un phénomène intéressant, regardez là. Un bon point d'entrée parce que c'est au début surtout de la liste, je vais avoir des phénomènes fréquents. Et donc il y a des choses à voir, il y a des répétitions, il y a des affinités entre mots, il y a des choses comme ça. Donc quelque chose qui revient assez fréquemment, ça peut aussi attirer, ça peut être des choses qui vont nous attirer sur des bonnes pistes. Ça marche pas toujours, hein, mais ça nous sert aussi à trouver des points d'entrée. Ça peut nous servir, troisième chose, à parcourir exhaustivement mon corpus. Bon, vous pouvez lire les, qu'est-ce qu'on a vu, 50 années de vœux. Vous pouvez lire les, alors il y a quand même pas mal de pages, hein, il y a 60 pages là je pense. 60 pages, c'est plus court comme lecture, c'est quand même long. Hein. Mais par exemple, je sais que Céline Guillot, là, qui fait des cours d'ancien français, il y avait des textes à la grecque ou je sais pas quoi, elle devait les préparer ses étudiants sur un certain nombre de vocabulaire d'ancien français, et ben elle commençait par rentrer son corpus, et elle regardait toute la liste des mots, comme ça elle avait un dictionnaire, et elle choisissait ceux qu'elle avait présentés et d'écrire à ses étudiants. Et là, la liste de tous les mots. Si vous cherchez comment est exprimé un thème dans votre corpus, il faut toujours se méfier. Les gens n'ont pas utilisé les mêmes mots que vous, pas forcément. Si vous vraiment voulez faire une étude très poussée, vous voulez être sûr de n'oublier rien, ça peut être un point d'entrée. Vous regardez votre liste de lexique, et là par exemple je me disais, tiens, comment il parle de... Je l'avais fait un peu, on le refera tout à l'heure, comment il parle de tel thème, je reparcours mon lexique, mais ah oui, il y avait aussi ça qui pourrait vous rejoindre mon thème. Alors je retourne au contexte, est-ce que quand il utilise ce mot-là, il évoque bien l'idée que je veux dire? Ça peut être une manière d'assurer la construction de vos thématiques, de vos points d'entrée, en évitant de... Enfin, ça peut être plus systématique que de relire tout le corpus. Lisez votre corpus quand même, hein, je ne veux pas vous empêcher de lire votre corpus, mais c'est une autre lecture. Alors justement, puisqu'on parle d'économie, c'est plus synthétique. Alors ça, c'est mes petites questions préférées. Mettons que vous vous disiez, là quand même, 6000 mots, 6000 mots, c'est beaucoup. Alors les 3000, je suis prête à le faire. À votre avis, à 3000, je descends jusqu'à quelle fréquence? Vous avez vu que je suis partie à la fréquence 4000, là, et je descends jusqu'à la fréquence 1. À votre avis, en parcourant les 3000 premières lignes, je m'arrête à quelle fréquence? 50 100 20 50. Mettons. Alors, allons-y, on va faire Vmax. Tiens, on va le faire tout de suite comme ça. Oh, Vmax. Oh, j'y arriverai pas. Vmax, je mets 3000. Hein, je dis, je veux voir maintenant que les 3000 premiers. On va voir à quelle fréquence on descend. Donc là, je vais aller voir la fin de ma liste. Vous avez vu, j'ai lancé. J'ai fait chercher. Hein. J'ai changé le seuil. J'ai cliqué sur chercher. Et maintenant, je vais aller voir la fin de ma liste. Oh, la dernière page. Je suis descendue jusqu'à la fréquence 2. Je suis descendue très très bas en fréquence. Alors, on va le faire autrement. Je reviens sur ma fréquence maximale qui était de 900 999, je ne sais pas combien. Voilà, chercher. Je reprends tout mon lexique complet. Maintenant, je vais juste enlever les fréquences 1. D'accord? Je monte le seuil de fréquence à 2. Je lance mon calcul. Combien il me reste de mots? 3035. C'est quelque chose d'assez régulier dans les corpus, dans beaucoup de langues aussi. Alors, je vais me dire ce que ça donne en vietnamien. Hein, mais en gros, les APAX, les fréquences 1 occupent à peu près la moitié du vocabulaire. Ça ne veut pas dire que quand vous lisez un texte, un mot sur deux n'apparaît qu'une fois, parce qu'il y en a qui sont répétés. Hein, mais si vous comptez tous les mots différents, vous faites un dictionnaire de votre corpus, la moitié de votre dictionnaire, c'est des mots qui n'ont été employés qu'une seule fois. Ça peut être une manière économique. Alors, il y a les pour et les contre, il faut le faire sans doute dans certains cas, pas dans certains cas, alléger une table. En gros, si vous enlevez les fréquences 1, vous diminuez de moitié votre corpus, la taille de votre corpus, en termes de vocabulaire. Qu'est-ce qui se passe dans les fréquences 1? Bon, on pourrait aller les voir du coup. Tiens, d'ailleurs, on va aller faire un tour dans les fréquences 1. Fréquence min 1, fréquence max 1. On va aller mettre que les APAX maintenant, pour aller voir à quoi ils ressemblent. Vous avez vu? Bon, je vais sans doute avoir... Bon, j'ai des chiffres, des années... Et puis après ça, effectivement, j'ai des formes qui sont peut-être pas centrales dans mon corpus. Je peux avoir des coquilles, je ne sais pas si j'en ai beaucoup. Des coquilles vraiment aléatoires, et bon, souvent tombées dans les fréquences 1. Là, c'est assez propre. Hein. J'ai pas trop de coquilles. Voilà. Mais donc, je manque des choses. Peut-être que acteur, j'aurais bien voulu l'avoir. Hein, acteur. Évidemment, quand on enlève des choses, on en perd. Donc, vous pouvez aller voir si vous faites un choix de les garder, de les retirer, aller voir à quoi elles ressemblent, vous faites une idée, est-ce que vraiment j'ai envie de les garder, pas, etc. Ça peut dépendre des manœuvres que vous faites. Si c'est une grande vue d'ensemble de votre corpus, peut-être que vous pouvez les supprimer. Si c'est un truc plus fin, l'étude d'un thème, peut-être que vous allez les garder, pour pas manquer des mots qui seraient un peu rares, mais quand même bien associés à votre thème. Voilà, donc ça, c'est partie des grandes régularités de la langue. Donc ça, c'est toujours très amusant pour les gens qui découvrent ça. Hein. En gros, la moitié des mots qui sont des APAX. Donc on appelle ça des APAX, H-A-P-A-X.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et aussi, alors j'avais regardé un petit peu, donc je remets ma fréquence min ici, ma fréquence max, tout ce que je veux. Voilà, je reprends toute ma gamme. La loi de Zipf, vous avez peut-être entendu parler, ça c'est une curiosité, c'est juste pour le plaisir. Hein, cette gamme de fréquences est très régulière. Elle suit vraiment, enfin elle suit une loi mathématique. Elle est toujours très proche d'une loi mathématique, c'est un peu lié à la théorie de l'information, etc. Vous avez remarqué qu'il y a des mots... Enfin, la gamme des fréquences n'est pas du tout aléatoire. Si on regarde, alors la loi de Zipf, elle dit en gros le produit rang fréquence est une constante. Donc là, le rang, donc je prends le 10e mot. 1, 2, on peut sauter les ponctuations éventuellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bientôt, Mathieu nous numérotera les lignes. J'ai une fréquence de 679. Donc rang fréquence, donc 10, ça fait 679. Va dire 1, c'était 6000. Ah non, c'était pas tout à fait 6000. Donc là, c'est pour ça marche mal au début. 10, c'est 679. Le rang 100, il devrait être autour de 60. On va aller voir le rang 100. Vous voyez, il a fréquence 70, il n'est pas très loin. Le rang 200, il devrait être autour de 35. Puisque rang fréquence égale constante. On va aller voir le rang. On est au rang 100. Donc le rang 200, il est à peu près au 30. Le rang 400, il devrait être autour de 15. On va aller voir le rang 400. 16. Vous voyez qu'on n'est pas loin. Le rang 800, il devrait être autour de 8. On y va? Enfin, bref, vous voyez, je m'amuse. Hein. 8. Voilà. Le tout début de ton calcul, là, comment tu divises par deux? C'est rang. Là, c'est rang fréquence. C'est le produit. Donc le rang, c'est le numéro du mot dans la liste classée par fréquence. Là, donc ça c'est le numéro. Alors j'ai sauté les ponctuations là, bon parce que souvent c'était pas fait, mais je pense qu'en les mettant ça changerait pas grand chose. Là ça décale de 2 rangs, vous voyez que ça va se tasser à la fin. Souvent c'est faux sur les 2-3 premières fréquences. C'est une approximation, hein, c'est linguistique, c'est pas mathématique, on n'est pas dans les maths. Mais on voit que cette loi mathématique approxime bien la distribution du vocabulaire. Donc en gros, le rang, donc c'est-à-dire le numéro de la ligne ici qu'on n'a pas encore, le numéro d'ordre, le classement des mots dans leur course pour arriver au plus fréquent, multiplié par la fréquence, est à peu près constant sur tout le corpus. Donc si je regarde sur fleurs, ça va sans doute donner à peu près la même chose. Et sur un autre corpus, et sur votre corpus, si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir ça. Qu'est-ce que j'ai au rang 10, au rang 100, au rang 200, au rang 400? Voilà, ça c'est les curiosités de la loi de Zipf. On peut tracer un beau tracé, c'est pour dire que ces fréquences, cette gamme de fréquences est quand même très remarquable. Il y en a qui sont... Alors, on peut... je sais qu'il y avait des gens qui regardaient Queneau en disant, bah, tiens, c'est curieux, ils déforment un peu... Enfin, vraiment des gens qui veulent travailler sur la langue, hein, des gens de l'Oulipo, etc., qui vont chercher à tourner la langue dans ses limites, ils vont arriver à mettre plus de hapax que les autres, et à détourner cette loi, à faire beaucoup plus, ça va être 3/4 de hapax, par exemple, dans leur texte. Enfin, des choses comme ça, voilà. On voit des gens qui peuvent... Ça peut être des manières de repérer des styles aussi, mais en général, ça va se tasser à peu près comme ça, de l'écrit, de l'oral, etc. C'est la loi de... Zipf, c'est pas Zapéro, Zipf, ou... Aéro, mais je ne sais plus la première lettre, c'est fou. Zipf en général, donc ça c'est le nom anglais et les... Ah, je retrouve plus le nom français. Enfin, elle est un peu revendiquée par 2 personnes. Pareto, j'y suis. C'est pas Zapéro. Zotero, non. Zipf, Z-I-P-F. Enfin, ça vous pouvez lire, il y a des articles sur la loi de Zipf. Enfin, si vous êtes curieux, vous allez croiser celle-là. Et Pareto, donc quelquefois on appelle la loi de Pareto. Donc ça se trace après ça comme c'est un produit. Donc ceux qui ont fait un peu de maths, si vous mettez des logarithmes, ça transforme en somme le produit. Logarithme de rang fois fréquence, ça fait somme de log, et donc ça se trace par une droite. Si après ça, vous avez des graphiques en forme de droite, parce que vous convertissez en passant par un logarithme, et ça fait une droite descendante. Voilà. Bon, et alors aussi dans les curiosités remarquables, donc en général, le premier mot, c'est 2, en langue française, dans beaucoup de mots. Alors, j'ai réussi à faire... J'étais tellement sûre de moi que j'avais rentré un nouveau corpus, je l'avais même pas regardé. J'ai dit aux étudiants, alors devinez quel est le mot le plus fréquent, etc. Donc j'ai bien fait mariner, quel est le mot le plus fréquent dans la langue française. Bon, alors il y en a un qui a quand même dit, enfin là il y avait et, il y avait plein de propositions, et j'ai ouvert et c'était pas 2. En général, on a un corpus, on a très souvent 2 en tête. Donc en gros, si vous trouvez que c'est 2 le mot le plus fréquent de votre corpus, c'est pas une grande découverte. C'est pas ça que vous allez... Alors vous pouvez trouver le, hein, je crois que c'était le, après ça, qui pouvait concurrencer, voilà. Ce sera très rare que vous ayez France comme premier mot. Hein. Enfin là, vraiment, vous avez fait une découverte. C'est très rarement indicatif, ce premier mot le plus fréquent. Ce sera dans 99 cas sur 100, 2, et en anglais, the, je crois, dans 99 cas sur 100, quel que soit le type de genre de texte. Bon, modulo. Alors je sais que Michel Bernard, là, qui fait un petit peu en littérature française, disait bah, sur ces 100 œuvres de la littérature française, il y en a une qui avait un autre mot, donc c'était intéressant à noter. Voilà. Si c'est pas ça, éventuellement vous le notez. Si c'est 2, c'est pas la peine de publier dessus. Alors, donc le premier mot rarement indicatif, voilà, qu'est-ce que je vais vous dire encore? Là, on a bien parlé là-dessus. Alors, vous avez peut-être vu, quand j'ai lancé cette commande, oui, alors aussi, un truc très commode d'interface. Je vais lancer la même commande, par exemple, sur Fleur,
pour voir mon lexique, parce que je voulais vous montrer, pour voir si c'est bien 2 le mot le plus fréquent. C'est 2 aussi, hein. Je n'ai pas vérifié, mais maintenant je me méfie. Et je peux, alors là, regardez bien. Je mets ma souris sur l'onglet, là, le deuxième. Ah oui, on va faire sur un autre chose. Je vais le faire sur autre chose. Je vais vous le montrer, puis vous allez le faire. On va le faire ensemble après. Je vous le montre d'abord. Je mets sur ma souris en cliquant gauche sur mon onglet, et je attrape mon truc. Vous voyez, ça a encadré ma zone, et je la tire à droite. Et là, vous voyez, ça a dessiné une sorte de fantôme en rectangle. Je lâche maintenant mon bouton de souris. Je les ai mis côte à côte. Je peux les comparer. Si je m'amuse à comparer mes 2 listes, j'ai divisé ma fenêtre en 2. Tiens, ce que je pourrais faire quand même, c'est maximiser cette fenêtre. Ce serait plus malin. Depuis le temps que je vous mets dans un petit machin. Donc là, je vois que j'ai France qui est apparue. Dans les fleurs du mal, écoutez, je commence par parler de cœur et pas de France. Je parle de cœur et je parle d'yeux. Les yeux. Bon, est-ce que vous avez remarqué que les yeux étaient très présents dans les fleurs du mal? Reprenez votre Baudelaire ce soir. J'espère que... Voilà, et les yeux, etc. C'est un vocabulaire peut-être plus... Oh. Donc, alors si on parcourt de notre côté politique, on aura la France, on aura l'année, on aura l'Europe, on aura le monde, etc. D'accord? Et on trouvera sans doute le monde aussi ici, mais peut-être pas dans le même sens. On verra aussi qu'on pourra comparer, on trouve les mêmes mots. Mais... Donc là, intéressant, vous avez vu cette manœuvre là d'interface pour mettre à côté et redisposer les fenêtres. Je vais faire dans l'autre sens. Hop, je rattrape mon onglet. Là, je le glisse ici et ça me remet ma fenêtre comme j'étais avant. On va mettre un deuxième, on va comparer, on est sur un seul corpus, on peut comparer les formes graphiques et les lemmes. Vous avez vu sur vœux, je redemande le même lexique ici, et là, on avait sauté, enfin je ne vous avais pas dit, on va voir ça plus tard, hein, je peux en fait lister n'importe quelle des propriétés lexicales. Vous aviez vu que j'avais mes graphies, mais j'avais aussi les étiquettes grammaticales, et j'avais aussi les lemmes. Je peux très bien faire le dictionnaire de tous les lemmes qui sont apparus dans mon corpus. Ça ressemble plus à un dictionnaire d'ailleurs. Hein. Donc je vais lister les lemmes. Je lui dis OK, et il me liste les lemmes. Hop, alors je vais faire la même manœuvre. Là, vous avez le droit d'essayer de le faire aussi. Hein. Vous cliquez sur l'onglet des lemmes. Une fois que vous avez bien cliqué, hop, vous l'amenez du côté droit, vous approchez de la marge de droite, et quand vous êtes assez près, que vous voyez que ça dessine, vous le relâchez. Je le remets dans l'autre sens pour le refaire. Oh là, il ne va pas revenir là, voilà, hop. Si vous vous approchez de la marge du bas, ça divisera en bas. Hein. Ce sera moins intéressant pour cette forme de liste, mais pour d'autres choses, ça sera mieux. D'accord? Donc si vous ne vous approchez pas du bon bord, ça va diviser autrement. Ça dépend du bord duquel vous vous approchez. Tout le monde a réussi à diviser en 2 sa fenêtre, là? Hop! Il veut pas? Tu attrapes avec le clic gauche, tu tires l'onglet, tu t'approches du bord. Du bord. Si tu t'approches du bas, ça va diviser en 2 en haut, en bas. Si tu t'approches du bord, ça va diviser en 2 à gauche, à droite. Voilà, donc là... Si vous voulez effectivement vous poser des questions sur l'impact de choisir la lématisation plutôt que de ne pas passer par les graphies, etc., ça peut être aussi une manière de voir l'effet sur votre corpus. Qu'est-ce qui se passe quand on lématise? Vous voyez, le, ça lui permet de doubler 2, tiens. Hein, dans les lemmes, en général, le va avoir doublé 2 en français, parce que le, il va regrouper là, il va regrouper les, il va regrouper les formes avec majuscules, etc. Il ramène tous ses copains et hop, il double. Vous voyez, il n'était pas très loin derrière. Il y avait déjà là, et l'apostrophe, le, les. Le talonner derrière, s'ils s'y mettent tous, il le double. C'est clair. Il le double même facile. Hein. Voilà, être, du coup, remonte tout en tête de liste. Parce que être, du coup, on aura somme, suis. Alors, suis, on verra, c'est un cas particulier. Même somme aussi, il est souvent était, sera. Alors, somme et suis, je vous en dis un mot. Suis, parce que Tritager, là, dans notre modèle, il se dit que ça peut être aussi suivre. Alors, il dit c'est le lemme soit suivre, soit être. Donc, ça ne fait pas le lemme être, c'est le lemme suivre ou être. Et somme, je crois que c'est pareil. Il a une petite hésitation, donc il met un double lemme pour ce cas-là. Ce Tritager-là. Mais enfin, être, il y a quand même pas mal de choses. Vous voyez, 1303 en l'occurrence. Dans la colonne des lemmes, ça donne un autre lemme. Alors oui, on va trouver plus. Alors, on pourra le chercher plus bas. Après, on ira le chercher directement. On ira voir le lemme être. On ira chercher tous les lemmes composés comme ça. Tous les lemmes où Tritager a eu une hésitation, si tu veux. Et en fait, on va avoir la possibilité d'avoir lemme d'un côté et tous les mots qui... Oui, on va pouvoir, ça c'est très intéressant, il faut le faire parce qu'effectivement le lemme, l'avantage c'est qu'il vous regroupe des choses. Par exemple, si vous voulez chercher la construction être heureux, s'il faut taper serait heureux, sera heureux, était heureux, etc., ça va vous raccourcir un peu la manœuvre. Mais en même temps, être, vous savez pas forcément ce qu'il y avait derrière, et si ça se trouve, il n'a jamais utilisé être à l'infinitif. Il y a des choses comme ça. Donc typiquement, nous allons le faire, nous allons voir que c'est effectivement quand on lit ce lexique, faisons-le sur être, je double-clique
ici, et retour au texte. Alors attendez, on va ramener tous nos onglets ici pour mieux voir, peut-être. Hop, je vois tout ce qu'il y avait derrière, tout ce qui a un lemme être. Je peux aller jeter un aperçu, en fait. Qu'est-ce qui était derrière ce lemme être dans mon lexique? Alors j'ai peut-être été un peu vite. Alors j'ai été très vite. Je recommence. Je vais me remettre exactement comme vous étiez. Là. Je vous propose de revenir à une seule fenêtre. Donc je reprends mon onglet, je le remets avec les autres, pour disposer de tout l'espace, pour avoir la place pour m'étaler ma concordance. Et je double-clique sur la ligne. Ça me fait une concordance, c'est-à-dire une forme de retour au texte, où vous avez ici, au milieu, hein, c'est des lignes de texte, je suis rempli de l'espoir que cette année nous sera propice. C'est être. Derrière, il y a un lemme être. Alors, on va voir aussi des erreurs d'étiquetage, typiquement. Hein. Là, j'ai l'impression que ça... Peut-être... Bon, est-ce qu'on aurait voulu qu'il l'étiquette être? C'est pas sûr que peut-être on aurait voulu qu'il mette le verbe être. Bon, bah, tous les peut-être, on pourra vérifier si tous les peut-être ont été comptabilisés dans les être. Si vraiment vous voulez faire des stats, ça peut se faire. Et du coup, là, par exemple, pour le peut-être, est-ce qu'il y a moyen de le faire supprimer? Non, alors, éventuellement... Non, on va pouvoir l'attraper, on va pouvoir faire une requête qui l'attrape, et on pourra éventuellement faire des requêtes. Si je veux faire une requête sur être heureux, mais alors il n'y aura peut-être pas peut-être heureux, oui, si je veux éviter les peut-être heureux, je pourrais dire je ne veux pas, qui est le peu avant, ou une chose comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que je sais l'attraper, je peux faire beaucoup de choses avec mon SQL, donc une manière de contourner le truc, ça va être d'exclure les cas qui ne me plaisent pas en les attrapant avec les bonnes requêtes, à défaut de corriger tout le corpus. Voilà, mais donc... L'indication à gauche, c'est le texte d'où c'est tiré. L'indication à gauche. Alors, est-ce qu'on va tout de suite à la concordance ou est-ce que je voulais dire encore? Parce que là, il y a plein de choses à dire sur cette concordance. Alors, d'ailleurs, oui, la concordance, vous voyez aussi, je peux, avec même chose, même manœuvre de l'onglet, hein, je la tire en dessous. Je peux, comme ça, avoir ma concordance en dessous. Là, c'est peut-être pas très... Ou alors, je la mets à côté, hein, pour recommencer dans l'autre sens, là. Voilà, je sais pas, je peux essayer de disposer. Si je veux aller parcourir mon lexique, dépouiller mon lexique et m'arrêter à chaque fois que j'ai un doute sur un mot et revenir au contexte. Ah, il l'a mis là, bon, je la mets là, hop. Voilà, je peux parcourir mon lexique et à chaque fois m'afficher dans la fenêtre à côté les contextes pour me faire une idée. Voilà, moi il y en avait un qui me plaisait bien là, dans les 60, je le fais régulièrement. Où est-ce qu'il est vif? Je dis, mais vif sentiment, qu'est-ce qu'il nous dit le président là? Vif. Le vif, je sais pas quoi, vif patriotisme. Qu'est-ce que c'est sur le vif? Enfin bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il nous parle de vif comme ça? Et là, ça devient très clair quand on revient au contexte. C'est la fin de tous les discours. Vive la République, vive la France. Alors évidemment, vif, en lemme, il remonte en vif, alors que du coup, ça aurait été beaucoup plus clair en graphie. En graphie, vive, j'aurais peut-être pensé, oui, c'est vive la France. Et en vif, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est vif? Je me suis dit, mais c'est d'être vivant, il y a de l'ardeur. Normalement, le lemme, ça serait vivre. Vive, je sais même pas, ce serait peut-être même vive tout court. Parce que tu dis vive le peuple, vive les... je pense que c'est peut-être un invariable. Ben, je sais pas, parce que si tu dis vive les je sais pas quoi, je sais pas si tu accordes, vive, moi je laisserais VIVE. Je mettrais pas BIVENT. Enfin bon, grand débat de la lématisation. Alors là, on a typiquement, toutes les lématisations, il y aura jamais une lématisation sur laquelle tout le monde sera d'accord. Vive le roi, par exemple. Oui. Vive le roi. Oui, vive le roi. Non, c'est pour ça que je me dis, moi j'ai l'impression que c'est invariable. Alors peut-être même les dictionnaires entre eux, vous êtes même, ne serait-ce que tout un chacun, vous voyez que le Robert, le Larousse, etc., n'ont pas la même liste de mots, ne font pas les mêmes choix de découpage, etc. Donc la langue, il y a plusieurs manières de la décrire, il y en a qui sont vraiment maladroites, hein. Là c'est sûr que, bon, il y a des choses qu'on peut remettre en question, mais on n'aura jamais non plus, on peut faire des projets ANR et tout ce qu'on veut, mais on n'aura jamais un modèle d'étiquetage qui mettra tout le monde d'accord, avec des étiquettes qui mettront tout le monde d'accord, etc. Hein. Mais donc, ce qui est important, je pense, c'est de savoir ce qu'on a. Alors, éventuellement, si vous avez le choix de choisir celui qui est le plus proche de ce que vous avez besoin, mais bien connaître les forces et les limites et les choix de ce que vous utilisez comme outil. Alors là, votre manière de connaître TreeTagger, puisqu'on ne vous donne pas grand-chose comme information, c'est beaucoup de revenir au contexte. À force de revenir au contexte, de voir, tiens, il a étiqueté ça comme ça, ah ben alors quand même, il exagère. Ou, bah, ça vous fera comprendre quels ont été les choix de TreeTagger, enfin les choix, ou en tout cas le comportement de ce modèle, et ça vous permet de l'interpréter de juste manière. Alors, est-ce que j'ai dit tout l'essentiel sur l'usage, je crois que je vous ai dit pas mal de choses, hein, c'est synthétique, etc. Les paramètres, je vous ai expliqué ce que c'était que T, la taille, et V, le vocabulaire, le nombre différent. Interpréter, je voulais bien insister sur le fait qu'il faut revenir au texte, hein, on vient de le voir là.
Et donc bien penser, si un mot n'est pas dans mon lexique, c'est pas que si par exemple il n'y a pas hôpital, ça ne veut pas forcément dire que le président n'a jamais parlé de santé et d'hôpital dans ses vœux. Il a peut-être dit, voilà, santé, il a peut-être dit hôpitaux, il a peut-être dit autre chose, il a peut-être mis sans accent, enfin ça a peut-être été transcrit sans accent. Il peut y avoir des fautes de frappe, il peut y avoir d'autres manières de dire la même chose, donc toujours se méfier des absences. On va voir, il faut les attraper par plusieurs bouts. Donc ne pas interpréter trop vite l'absence d'un mot, ou au contraire sa forte fréquence. Vif, c'est pas que c'était plein de vivacité ce texte. Je vais pas l'interpréter trop vite, je vais aller voir, ah oui, c'était la formule rituelle de conclusion des discours de vœux de la présidente de la République. Alors peut-être qu'on... Bah oui, c'est presque l'heure de la pause en plus. Ce serait pas mal. Donc l'idée, c'était, je vous avais dit à la pause, c'était le grand jeu de l'export. Hein? Juste pour savoir, ouais. est-ce qu'il y a la possibilité de classer les lemmes ou le lexique par ordre alphabétique, par exemple? Oui, pour chercher, alors, on va revenir, moi je remets tout dans ma fenêtre. Oui, j'aurais dû le dire en fait. Alors, je reviens dans ma fenêtre, je reviens à mes lemmes ou mon lexique, mes Word, là c'est les Word de Fleur. Donc là, il y a des onglets. Je commence à avoir beaucoup d'onglets, donc je peux soit les fermer, ceux qui m'encombrent, et je pourrais d'ailleurs les rallumer en cliquant ici. Je peux aussi supprimer des résultats. Bon, alors je cherchais, soit les voir ici, j'ai la liste des onglets qui ne sont pas visibles ici, quand je clique sur cette petite chevron ici. Donc Fleur, Word, non c'est pas ça, The Word, voilà, c'est celui-là que je cherchais. Je peux le trier, je suis où dans cette liste? Je suis au début? Non, je suis au milieu. Je peux le trier par ordre alphabétique. Donc je clique sur Word, ça va faire la liste des ponctuations, en passant par les chiffres. Vous voyez, donc j'ai plusieurs pages de chiffres et de ponctuation avant d'arriver, je pense à ABC, non, en général, non, accueillir. Attendez, alors faut que c'est le début de c'est la fin de la page précédente. Faut que j'aille à la fin de cette page-là. Non, je suis allée à la fin du... Bon, je recommence tout. Page 100 à 200, à la fin de la page 100 à 200, voilà, genre ABC, voilà. ABC, notre fameux ABC, qui commence en général les premières formes des lexiques de mots. On va de ABC jusqu'à... alors quoi, en Z? On s'amuse, hein. Zone. Après Yougoslavie. Oui, donc là, on a interclassé les majuscules et les minuscules. Voilà, donc on trie effectivement par alphabétique. Alors pourquoi je ne l'ai pas montré? Parce qu'en fait, c'est quand même assez intéressant, ce tri alphabétique, notamment pour voir si on est autour d'une même racine, qu'il y a tout un tas de terminaisons présentes et certaines qui sont absentes, des formes manquantes. Alors évidemment, pour le verbe être, ça ne va pas marcher vu qu'il se trimballe partout. Mais pour d'autres formes, je ne sais pas, justement ABC, je peux peut-être voir que j'ai certains temps où je l'ai toujours au singulier, où il y a des trous. Ça peut m'intéresser de voir quels sont les trous qu'il y a dans une série de formes. Donc l'ordre alphabétique est utile pour ça, ou aussi pour parcourir méthodiquement notre liste. Je ne l'ai pas montré parce qu'on va voir après qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle index, qui fait à peu près la même chose, mais qui me cible sur une partie de ma liste. Et qui va par exemple me chercher toutes les formes du verbe être. Il va me les regrouper. Ou toutes les formes qui commencent par telle lettre. Et donc ce sera beaucoup plus pratique pour ce genre d'investigation que le lexique. Surtout que là, le lexique, vous voyez que je peux feuilleter, mais je ne peux pas dire je veux aller directement à la lettre J. Je suis un peu génie. Alors on va utiliser l'index, qui est une autre fonctionnalité, pour aller directement à la lettre J. D'accord? Pour avoir le même extrait. On a deux fonctionnalités, on aurait pu en avoir une, mais celle-ci, en fait, ça a permis aussi d'être très efficace. Vous avez vu la vitesse avec laquelle il a calculé son lexique et qu'il vous l'a affiché. Hein, on passe par un raccourci, sachant qu'on doit donner tous les mots, on va directement taper dans l'index et on recrache tous les mots. L'autre, qui demande de chercher des motifs et de faire des petits calculs, elle va utiliser une autre partie, elle va vraiment faire appel à CQP, etc. Et du coup, elle est très rapide aussi, hein, mais pour des très gros corpus, on a fait deux fonctions pour des considérations notamment informatiques et de performance. Alors, l'export. Nous avons notre tableau. Alors, je crois qu'en 0,7, on pourra même faire, Mathieu n'est plus là, je crois qu'on pourra faire copier-coller, vous vous rendez compte, depuis les résultats dans votre... Ça, c'est quand même sympa, hein, user-friendly. Hein. Bon, alors, mais là, pour l'instant, il faut faire de l'export. Alors, accrochons-nous. Donc, nous sommes... Alors, il faut déjà retrouver notre petit icône. Ici, ça a créé plein de petites icônes à chaque fois qu'on a fait des recherches. À la limite, on peut aussi les supprimer, faire du ménage, vous voyez. Alors, petit truc commode. Donc là, je peux, en sélectionnant un objet, le supprimer en cliquant sur la croix, d'accord? Il me demande une confirmation, il est gentil. Mais là, comme j'en ai 10 à supprimer, je trouve que ça va être un peu longuet. Je peux aller dans Outils, Préférences. Alors, utilisateur, pas de confirmation pour supprimer un objet. Ça va m'intéresser, ça. Apply, OK. Donc maintenant, il suffira que je fasse une seule manœuvre et il va me supprimer tout ça. Voilà, je fais un peu de ménage. Hein. Je vais supprimer aussi mes concordances, là j'en ai pas besoin, je vais garder que mes deux derniers trucs. Si vous en supprimez trop, c'est pas très grave parce que vous savez très bien relancer le lexique. Hein.
Vous saurez les refaire. Donc vous avez vu, ça c'est pour pas avoir des trucs trop lourds si vous voulez faire un peu de ménage. Outil préférence, TXM, utilisateur. Et quand vous êtes directement sur utilisateur, vous cochez. Puis si vous avez peur de faire des bêtises, vous pouvez demander une confirmation. Mais... Voilà, alors, donc ici, c'était surtout ces deux-là donc, qui m'intéressaient. Je peux aussi faire du ménage ici, après tout. Je peux même tout supprimer, sauf les éditions, mais je pourrais les retrouver ailleurs. Je peux tout virer. C'est tellement facile à calculer. Parce que il suffit que je double-clique dessus pour me la refaire. Vous voyez, je la fais réapparaître là. Vous avez vu, magique, hein? Voilà, et je la supprime ici. Alors, j'étais sur mes mots de vœux. Et ils sont tellement beaux que je veux les récupérer dans un fichier pour pouvoir les retravailler en dehors. Sous Excel, par exemple, ou Calc, ou... Et donc, je veux l'exporter. Donc, pour exporter, c'est une commande qui s'applique à un objet. Donc, mon objet, il est là. C'est pour ça que je cherchais... Non, c'est celui-ci. Je cherchais à bien voir où il était. Parce que je vais appliquer une commande à cet objet-là. Je retrouve mon AZ Word. Mon lexique sur les Word. Je fais un clic droit, ou... Pardon, ça c'est moi. Il y a exporté, mais vous l'avez aussi ici. Exporter, et vous l'avez aussi certainement ailleurs. Exporter dans fichier. Bon, vous voyez? Donc, je fais exporter Word. Et il me demande tout simplement un nom de fichier. D'accord? Il va me le mettre dans un fichier, ce résultat. Alors, je sais pas, moi je vais le mettre sur le bureau, pas forcément dans TXM, pour bien le voir. D'accord? Je vous invite à faire pareil, ou à un endroit où vous allez facilement le retrouver, ou si vous êtes fait un répertoire pour cette formation aujourd'hui, vous le mettez dans ce répertoire. Alors, je vais l'appeler lexique, hein, lexique, et je vais lui donner une extension .csv. Alors, peut-être .txt, puis on le renommera .csv pour bien voir ce qui se passe. .txt, j'ai le choix, il ne me donne rien pour l'instant comme extension. J'appelle lexique.txt. Oh, attendez, remarquez, annuler. Je vais le faire moins gros pour qu'on ne soit pas gêné par des gros fichiers. On va faire un Vmax de combien? 50 mots, hein, on ne va pas s'en kikiner. Donc, chercher les 50 mots les plus fréquents. Ça m'a refait un deuxième... Enfin, ça m'a refait ça, voilà. Exporter. Je reviens sur mon bureau. Je vais trop vite ou pas? Non, mais par contre, juste une question. Bon, on peut le faire ça. ça. On peut faire ça pour chaque analyse. Et on n'a pas un rapport final pour tout ce qu'on a fait. Alors, faudrait vraiment confirmer. Je pense que il y a un certain nombre de résultats qui sont enregistrés dans le répertoire TXM automatiquement, mais avec des noms à la mort moelleux. Ouais. Et je crois que dans TXM 07, on va avoir quelque chose de plus systématique. Mais ça reste fichier par fichier, il faut s'y retrouver après. Là, l'idée, c'est que vous faites des essais, vous ne trouvez pas forcément tout de suite des choses intéressantes. Quand vous trouvez quelque chose d'intéressant, on vous propose de l'enregistrer et vous me donnez à ce moment-là le nom de fichier qui vous permettra de bien le retrouver, etc. Mais effectivement, on ne systématise pas, on n'enregistre pas systématiquement tous les résultats. À la limite, ce qui est fait systématiquement le temps d'une session, c'est tous vos résultats sont là. Tant que vous ne les avez pas supprimés, vous avez gardé votre calcul. Alors, sauf à modifier un paramètre. Quand vous modifiez un paramètre, ça réécrit dans le même résultat. Hein. Mais si vous relancez une autre, si par exemple vous dites tiens cette concordance, elle sera peut-être pas mal, je la garde, vous pouvez redemander une autre concordance, vous relancez concordance, ça vous crée un deuxième onglet concordance, et donc vous gardez la première sous le coude. Hein, si vous n'êtes pas sûr de vraiment vouloir l'exporter, vous avez un autre onglet, vous faites votre autre concordance, vous pouvez les comparer en tirant les onglets, et après ça vous faites votre ménage, vous gardez celui que vous voulez. Voilà, tant qu'il est là. Alors effectivement, tous ces trucs-là vont être perdus quand on éteindra notre TXM. Hein. Sauf, on verra certaines choses, certaines constructions un peu plus complexes, les partitions. Mais là, tout ça, si vous n'avez pas sauvegardé, ce sera perdu quand vous quittez TXM. Donc on lui donne un nom. Alors, enregistrer sous. Donc là, je vous ai proposé, moi j'ai mis sous bureau, je l'appelle lexique, vous mettez ce que vous voulez. Lexique.txt. Je vous propose de choisir l'extension TXT pour commencer. Pour aller voir comment est fait ce fichier. Et après ça, on mettra une autre extension qui nous permettra de le voir non pas comme du texte de copier-coller, si je puis dire, mais comme un format structuré, parce qu'on peut l'exporter de façon structurée pour Excel. Donc on va voir après. Donc lexique.txt enregistré. Je vais donc voir sur mon bureau que j'ai un lexique.txt ici. Donc là, si je double-clique dessus, voilà, ça c'est avec le notepad, le bloc-notes, c'est pas génial. Sous Windows, je vais prendre le notepad. Parce que là, je pense que les retours chariots de lignes, etc., ça doit être le codage Linux ou autre. Moi, je propose un type CSV. Donc là, faut pas le. Pour l'instant, on va regarder on regarde ce que je te montre sous TXT, et après ça, on va basculer en CSV. Donc là, c'est pour voir comment est fait un CSV, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un CSV. On va le voir comme un TXT, pour voir comment il est fait. C'est comme si un document Word, vous l'ouvriez en voyant tous les codages qu'il y a par derrière, si vous voulez, pour voir comment il est fait. D'habitude, vous l'utilisez sans voir tous les codages par derrière, mais là, je vais vous montrer les codages par derrière parce qu'ils ne sont pas compliqués. Donc je vais l'ouvrir avec un WordPad.
Voilà. Oh, bah il est... Alors par contre, il faut que je retravaille un petit peu les jeux de caractères, je vois. Pour les accents. Donc ça fait partie des réglages sympathiques. Alors, comment c'est fait? Vous voyez que mon lexique qui était là... Par contre, est-ce qu'il a bien pris en compte ma réduction? Je suis pas sûre qu'il ait pris en compte qu'il ait pris que les 50 premiers. Là, il a pris le début de la phrase. À mon avis, il a pris tout le lexique. Il faudra que je revoie ça. Il a pris le texte dans l'ordre et il a mis la fréquence de chaque mot. Donc, il répétera pas pour. Et là, les mots sont dans l'ordre du texte. Donc, à mon avis, il n'a pas ciblé sur les 500. Donc, j'ai dû me tromper d'onglet. Donc, il met le mot entre guillemets. Il n'y avait pas de guillemets dans ma colonne ici. Le mot entre guillemets, un point virgule pour séparer et la fréquence. Donc les tableaux, si j'ai plusieurs colonnes, il met un point virgule entre chaque colonne. Quand il y a des chaînes de texte, il met des guillemets pour les encadrer. Donc c'est donc un point CSV, c'est-à-dire je crois que c'est Common Separated de Values. C'est-à-dire des valeurs séparées par des virgules normalement, mais selon les logiciels. Alors que je l'ai ouvert avec un éditeur de texte, j'ai pris un peu plus j'ai pris WordPad, qui est un peu plus évolué que Blocknote. Blocknote, il met tout sur une seule ligne, il ne voit pas les fins de ligne. Mais c'est la même chose qu'il montre. On peut lui faire afficher un tableau là. Alors, on va faire afficher. Donc là, c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'il a exporté. Quand on a demandé à TXM d'exporter un tableau, lui, il va générer un fichier avec dedans, guillemets, un mot, guillemets, point virgule, valeur de la première colonne, point virgule, valeur de la deuxième colonne, point virgule, valeur de la troisième colonne, point virgule, etc. Il va quelquefois mettre une ligne au-dessus s'il y a des noms de colonnes. Il va remettre les noms de colonnes au-dessus, mais c'est pas très lisible. C'est à la fois lisible, mais pas très lisible. On aurait voulu quelque chose de mieux. Alors, il faudra que j'ajuste peut-être que je ne vais pas ajuster tout de suite mes caractères. Alors, par contre, là, j'ai un doute. Peut-être que là, j'aurais eu mon export sur 50 mots, simplement. On va faire par là. Juste pour voir. Ça doit être ça. Je vais l'appeler lexique. Je vais écraser l'autre. Écrabouiller, il m'a rien dit en plus. Je vais l'ouvrir, donc pas avec Blocknote, mais avec WordPad. Et là, voilà, j'ai l'impression qu'il m'a fait que mes 50 mots. Ça s'est mieux passé. Donc, je m'étais trompée d'onglet. Donc là, j'ai juste un problème à résoudre avec mes accents. Vous avez vu, là, mes caractères diacritiques sont mal passés. Donc là, c'est le problème de codage de caractères. Et là, il m'a mis aussi des noms de colonnes. Donc voilà le contenu de ce fichier. Ça, c'est ceux qui connaissent un petit peu vont dire, mais c'est un CSV. Un CSV, c'est effectivement un format de base, vraiment très basique pour les tableurs, pour échanger des choses entre des tableurs. C'est fait une manière de représenter des tableaux. Mal disposés, mais des tableaux quand même. Donc je vais le renommer .csv. Il ne va pas être content, parce qu'en général, ils ne sont pas contents quand on change l'extension. CSV. Et là, il va me proposer, voilà, il n'aime pas du tout. Il va dire, si, je sais ce que je fais. Et là, il va dire, tiens, mais c'est donc un truc Excel, ça. C'est un fichier de tableur. Vous voyez, quand on lui dit que c'est un .csv, quand on lui dit que c'est un .txt, il va dire c'est pour le bloc-notes. Et quand on lui dit que c'est un .csv, il va dire c'est pour un tableur. Alors là, il me propose Excel, ou si je fais ouvrir avec, je peux aussi avoir OpenOffice, Calc. Tous ces sympathiques logiciels ont tous des codages de séparateurs différents. Selon Windows, Linux aussi, ça peut varier. Et les codages de caractères aussi, accents, varient différemment. Donc il va falloir régler tout ça. C'est pour ça que je me disais que la pause et d'autres temps pourraient nous aider. Je vais essayer de faire un petit peu, vous montrer en gros comment on navigue. Donc là, je sais pas, moi je vais faire au pif, je sais plus ce qui marchait pas, etc. Je fais Excel. Alors Excel, voilà, ça s'est pas trop mal passé, à part les caractères, mais apparemment il a bien reconnu mes séparateurs de champs. Ça s'est bien passé. Je vais faire l'essai avec... Est-ce que je peux faire l'essai avec OpenOffice Calc tout de suite? Il faut que je règle moi encore. Donc vous pouvez faire des essais. Déjà, est-ce que ça s'ouvre bien? Que me fait Calc? OpenOffice. Alors Calc, il va me poser des questions. Il va me dire, au fait, c'est quoi les caractères que vous m'avez passés? Au fait, alors, et en fait, il est très bien de me poser des questions, parce que là, je peux ajuster. Oui, c'est bien des points-virgules que j'ai mis. C'est-à-dire, si je lui mets virgule, vous allez... Alors, non, il est long. Il met beaucoup de temps. Je ne sais pas pourquoi il met beaucoup de temps. Si je lui mettais virgule, vous verriez qu'ici, ça change. Là, il me fait un aperçu et que ça ne ferait pas du tout beau. Donc, je me dirais, ah oui, non, c'est pas la virgule, c'est bien le point-virgule. Donc, séparateur de texte. Il me demande qu'est-ce que j'ai pour séparer les champs. Il me demande si j'ai des guillemets pour les textes. Oui. Il me demande, voilà, champ de guillemets comme texte, il va les mettre comme texte. Et alors, souvent, ce que je fais, mais je vois pas pourquoi il aboutit pas ici. Ah, il a mis beaucoup de temps pour UTF-8. Ici, souvent, ce que je... Alors là, UTF-8, est-ce que ça va bien passer? D'ailleurs, on va voir les accents. Année, c'est bien passé, là. Donc, c'est mieux passé en UTF-8. Je pense que l'autre, il a voulu voir du Win 1252, je sais pas quoi, et qu'il l'a pas trouvé. Donc, on va régler autrement. Donc, si vous vous êtes habitué à... par exemple, ici, si j'étais habitué à Excel, je vais faire le réglage dans TXM pour que ça se passe bien avec Excel. Et du coup, ça se passera peut-être moins bien avec Calc. Mais vous voyez, enfin... On va essayer de régler votre TXM pour que ça se passe bien avec votre... tableur favori dans votre système actuel.
Donc là aussi, ce que je recommande aux utilisateurs de calque, est-ce qu'il y en a, c'est peut-être pas la peine que je passe dessus, est-ce qu'il y en a qui utilisent OpenOffice ou LibreOffice? Oui, alors moi, ce qu'on a d'expérience, ici, pour des types de colonnes, je mets texte ici, pour être sûr de ne pas avoir d'enquiquinement. Il y a certains caractères, genre le tiret, il pensait reconnaître un nombre ou je sais pas quoi. Et là, je lui dis standard, alors je sais pas pourquoi, mais anglais US, c'est parfait. Voilà, et ça passe très bien comme ça. Sinon, des fois, il reconnaissait des dates. C'est embêtant dans les scores de spécificité d'avoir des dates tout d'un coup qui apparaissent. Donc des fois, il faut aider un petit peu l'export. Donc ça, c'était une parenthèse pour les utilisateurs d'OpenOffice ou LibreOffice. Bon là, si je fais ça, est-ce qu'il va... Il est verrouillé, ben oui, voilà, je lui demandais des choses. Il faudrait que je ferme d'abord. Ouvrir une copie, peut-être? Ferme l'autre. Bon, ça, c'est pas trop mal passé, d'accord? Donc là, vous le récupérez sous Excel. De Excel, enfin, vous calque, vous pouvez faire copier-coller dans Word. Enfin, vous avez aussi un format plus... Vous pouvez faire des tris à nouveau, des filtres, des choses comme ça, que vous êtes peut-être plus habitué, ou certaines choses que vous êtes plus habitué à faire dans un tableur. Alors, comment régler tout ça? Si ça s'est mal passé pour vous, c'est pas la fin des haricots. Je vais vous montrer, puis on va faire une pause. Alors, on va faire une pause, j'ai acheté des viennoiseries, parce que nous allons essayer d'aller à la cantine un peu tard pour avoir moins de monde. Alors, je me suis dit, j'ai eu pitié de vous. Donc, on va essayer de faire une pause un peu consistante. Donc, juste pour comment régler ça, eh ben, on va toujours dans les paramètres. Hein. Il n'y a pas de mystère. Donc, outils, préférences, utilisateur. On clique sur la petite flèche. Alors, je réfléchis en même temps. Export, bien sûr. Et c'est là qu'on va régler. Peut-être que sous Windows 52 marchera mieux. Moi, ça a mieux marché hier soir, je crois. Ah, bon, voilà. Non, justement. Latin 1, ça marchait pas bien. L'export des caractères. Donc, voilà, vous ajustez. En gros, les grands favoris, c'est ISO 88-59.1, c'est-à-dire Latin 1. Windows 12.52, il faut peut-être que je les liste. UTF-8, c'est nos grands favoris. Vous essayez ces trois-là. Si vraiment vous n'avez pas trouvé, on en trouvera un qui passe pour les caractères accentués. D'accord? Donc là, par exemple, je peux essayer de changer à Windows 12.52. Même pour les Mac, Windows 12. Alors, Mac, tu as une idée? Là, je me tourne vers un informaticien, Daniel. Les Mac, tu recommanderais quoi pour Mac? Bah là, on tombe sur un os, on essaye, on y arrive. Ah, pour l'instant, vous n'avez pas? Ouais, on a essayé UTF-8 et 89, 80. Alors, on va demander à Mathieu. On va demander à Mathieu pendant la pause. Il y a des exports pour Mac. Non, mais je pense avec Macroman. Ah, Macroman, peut-être? Habituellement, ça marche. T'as fait dans la liste, toi? Ouais. On n'a pas trouvé. Ah, dans la liste? Ok. Alors, je sais pas si ça va marcher. Faut essayer, tu Habituellement, essayes. ça marche bien. Ouais, je fais un peu... Sceptique sur Macroman. Où est-ce qu'il est, Macroman? Moi, je le vois même pas. Je l'ai pas. Si. Il est en Il minuscule, y a pas besoin peut-être? de redémarrer quand on fait une modification dans la liste. Là, je ne pense pas. Non, je pense que là, l'export, c'est dynamique. Je le vois même pas, Macroman. Tu l'as trouvé? Macromania, c'est pareil. Il est dans la liste Ouais, des... il est dans la liste à M. Moi, je l'ai pas. Moi, je peux l'ouvrir avec l'éditeur de Bon. texte sans problème. Et c'est après. peut-être parce que t'es Mac qui te le propose. C'est peut-être dans l'installeur Mac qu'il l'a fait, Mathieu. Je sais pas. Bon, écoutez, Ah, si les Mac le trouvent, c'est l'essentiel. Hein. Macromania. Non, Macroman. Ça marche? Macroman. Macroman, ça marche? Bon, bah voilà. Alors, faudrait que je note pour le... Donc, les réglages, il y a que Macroman, faut que je Moi, j'ai note. que Macromania, je vais essayer. C'est Ouais. la même chose. Et donc, les séparateurs de champs, pareil. Si vous voyez que, notamment Excel, il vous pose pas de questions. Vous avez vu que Cal qui posait des questions en disant « Est-ce que j'ai bien reconnu le séparateur Excel ?» Il est très intelligent, très fort, donc il va tout droit au but. Et si c'est trompé de séparateur, vous êtes dans les choux. Donc, vous pouvez régler le séparateur ici. Si vous voyez qu'il veut absolument prendre un point-virgule, vous lui réglez le point-virgule. Si c'est une virgule qu'il veut, vous lui donnez la virgule. Vous dites à XM comment il doit présenter son CSV pour que Excel soit content. D'accord ? Séparateur de texte, ça servira à encadrer. Parce que typiquement, dans le texte, vous avez justement indexé la virgule. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez avoir la virgule dans le premier champ, sachant que virgule est aussi le séparateur de champ. Donc, il va encadrer avec des guillemets pour être sûr que la virgule qui était dans le texte ne devienne pas un séparateur de champ. C'est bon pour repérer bien les différents champs. Alors, les séparateurs de... Voilà, exactement. Bonne remarque. Par défaut, la 0,6, on a oublié de mettre une valeur par défaut intelligente pour séparateur de texte. Il faut mettre... Donc, il faut tout le monde aller dans Préférences. Vous alliez tous dans Préférences. Et mettre dans séparateur de texte le guillemet double. Parce que sinon, effectivement, à la première ligne, il y aura genre virgule, machin, je sais pas quoi. Votre tableau va partir dans les orties. C'est un défaut qu'on a oublié de régler pour la 0,6, je crois, j'espère qu'il est dans la 0,7 bêta. Enfin, normalement, on a réglé pour que par défaut, si vous faites rien, vous ayez déjà le séparateur de texte guillemet double. D'accord? Donc, vous réglez bien le séparateur de guillemet double. Vous ajusterez le jeu de caractères s'il faut, vous ajustez le séparateur de champ s'il faut. Moi, je n'affiche pas. Et l'export des graphiques, alors là, c'est moi qui ai fait quelques essais. Le défaut, c'est SVG, vous pouvez le laisser.
C'est en tout cas comme ça que ça se passe mieux. Il faut que je pose quelques questions à Mathieu, parce que les autres formats marchent plus ou moins quand même. J'ai vu qu'il y a des problèmes d'accent, mais là on utilise, on passe par R pour exporter les graphiques dans différents formats. Donc en théorie, nous avons JPEG, PDF, PNG et PS. Ça marche bien, sauf qu'il y a des petits trucs sur les caractères, faut que je vois. Donc SVG, c'est le format de départ. C'est aussi le format le plus riche. C'est un format où c'est vectoriel. Le V veut dire vectoriel, c'est-à-dire que c'est pas une image qui est codée point par point. C'est une image qui dit là, il y a une droite. Là, il y a une étiquette de mots. Là, il y a je sais pas quoi. Et donc, dans des logiciels de retraitement d'images, je sais aussi qu'on a dans les géographes, on a des grands adeptes de TXM. Certains graphiques, les trucs sont par exemple beaucoup trop petits, mal présentés, etc. Donc en passant par un format comme ça, on a une prise plus intelligente sur l'image pour la modifier et l'éditer. Donc il ne s'agit pas de bidouiller vos résultats avec TXM, nous sommes bien d'accord. Il s'agit d'améliorer la lisibilité et de se conformer aux politiques, aux feuilles de style des revues. Vous en faites bon usage. Voilà. On a mis les préférences, après on peut refaire. Apply, ok, vous faites vos essais. Donc là, peut-être que vous voulez faire la pause, vous pourrez faire des essais plus tard. Ceux qui sont là demain, ou ceux qui sont sur l'ENS ou sur Lyon, vous pouvez faire vos essais tranquilles chez vous. Si vraiment vous vous en sortez pas, on peut faire des échanges de mails ou autre. Mais a priori, vous avez les billes. Et si vous changez de machine, et si machin, pour régler ça. Voilà, et donc faut savoir faire des exports. Donc ça, cet export, on a vu pour le lexique, évidemment, ce sera la même manœuvre, on la refera peut-être, mais les concordances, les spécificités, etc. Vous risquez d'en avoir besoin. La pause. Alors il faut que je fasse F10